Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, et moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Allô, moi c'est Laurie, enchantée. Et moi c'est Hélène. Parfait, on est bien pour commencer cette nouvelle émission. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de La vie de personne, personne ne nous a demandé notre avis sur l'addiction possible au voyage, l'éternel débat entre la VO et la VF dans les films, et au travail la nuit si l'on est plus productif à ce moment-là ou pas, mais on va le donner quand même. Donc là, on peut commencer le premier sujet, l'addiction possible au voyage. Pour commencer, est-ce que vous pensez que c'est possible? Ma question c'était à quel moment tu considères que t'es addict? Déjà, ça reprend peut-être la définition genre d'une addiction, c'est quand tu fais quelque chose de façon répétée, t'as un comportement qui devient négatif. Ouais, c'est ça, qui se transforme en quelque chose de négatif, je pense. Moi, je dirais oui et non, je suis un peu partagée, mais on va essayer d'expliquer un peu les pour et les contre. Ouais, peut-être le mot addict, quand on reprend sa définition, peut-être un peu négatif, mais je pense pas que ça puisse être négatif. Mais dans un sens, je pense que oui, tu peux devenir accro au voyage parce que ça te permet d'échapper à une certaine réalité ou à un certain train-train. Donc ça peut être nécessaire, mais il y a toujours une part de pourquoi, peut-être pose-toi la question si pourquoi tu le fais, si vraiment t'en as besoin, c'est sûrement soit que tu veux échapper à quelque chose, soit que t'as envie de découvrir de nouvelles cultures, découvrir de la nouvelle nourriture, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages ou un climat différent de chez toi ou des monuments, des paysages. Peut-être addiction, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être être accro. Ok. Accro pour moi, et accro, trop fort, c'est pareil. Tu pourrais le dire. Accro et addict, je vois comme un mot qui pourrait être un peu en dessous, dans le sens au-dessus de passionné, mais pas non plus accro ou addiction. Je pense pas que ça puisse être aussi négatif que d'être accro à de l'alcool ou accro au sucre. Après, t'es accro au voyage. Il y a le bon, il y a le mauvais, mais ça veut pas dire que que c'est quelque chose qui te pourrit la vie non plus, puisque tu n'es pas tout le temps en voyage. Ouais, mais souvent quand on parle d'addiction, c'est qu'il y a une perte de contrôle. Parce que moi, je pense que je suis un peu une accro du voyage. Mais pas une addict. Ouais, c'est ça. Je pense avoir quand même le contrôle dessus, donc je suis un peu partagée. Mais ça peut se faire dans un cadre peut-être plus sain dans le contexte du voyage. Tu vois, si on parlait de l'alcool, oui, ça peut être négatif, mais parce que l'alcool, ça n'apporte pas forcément de bonnes choses pour ton corps, alors que le voyage, au global, c'est plus sur l'état mental, je pense, qui te matrixe à toujours y penser, même si tu ne le fais pas continuellement. Ça a juste un impact négatif sur ton budget. Exact. Je pense. J'allais dire que le côté financier reste quand même une dépendance qui peut te mener, pourquoi pas, à un endettement, ou tu vois, si on va dans les côtés négatifs de l'excès au voyage, si tu commences à t'endetter parce que tu voyages tous les mois, ça peut être un problème, quoi. Ou ça peut te limiter dans ton addiction au voyage, le fait de pas avoir assez de budget. Mais du coup, tu deviens plus trop addict si tu voyages plus trop. Tu restreins tes envies. Je comprends que ça puisse être quelque chose qui te donne envie d'y retourner. Je vois le voyage vraiment comme quelque chose qui casse ta routine. C'est un peu une sorte d'échappatoire aussi, où t'as plus ce fait de tu te réveilles, tu manges, tu vas au métro, tu passes ta journée au travail, tu rentres chez toi, tu vas au resto, puis tu sais, c'est fini. Alors que quand tu voyages, tu sais que ta journée va ressembler à aucune de tes journées quotidiennes. Tu vas pas du tout rencontrer le même type de personnes, tu vas pas avoir les mêmes discussions, ton esprit va être un peu porté à réfléchir à d'autres choses. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui te sort de ton quotidien, et je pense que c'est peut-être ça que les gens recherchent aussi. Enfin, t'as envie de t'échapper d'une certaine réalité quand tu voyages. Ça peut être un voyage plus ou moins court aussi, ou plus ou moins long, sans forcément dire que ce soit peut-être pas un week-end de 3 jours non plus, mais peut-être 1-2 semaines, jusqu'à peut-être 6 mois, 1 an. Je pense que même un week-end, dans ton cas, je pense que même un week-end te dépayse vraiment beaucoup. T'as pas la même expérience si tu pars un week-end 3 jours ou si tu pars 6 mois en voyage avec ton sac à dos, quoi. Et dépendamment c'est quoi le but recherché aussi quand tu prévois ce voyage-là. Ouais, il y a plusieurs types de voyages. C'est pour ça que pour moi, la différence entre voyage et vacances, c'est plus le mood dans lequel tu vas te mettre, dans le sens, le voyage, tu peux le faire même pour un week-end de 3 jours. Si t'es en France, tu vas dans un pays frontalier, ça peut être un voyage. Alors que des vacances, tu peux même la faire chez toi, en fait. Tu peux passer ce temps-là chez toi, alors que chez toi, ce serait pas un voyage pour le coup. Ouais, la nuance, c'est quand même vacances et voyage. Le fait de prendre des vacances t'incite pas forcément à partir en voyage. Ouais, quand tu parles de voyage, c'est vraiment genre quitter ton lieu de résidence, prendre un moyen de transport. Puis même aller au-delà c'est ça, même aller au-delà des points d'intérêt sympas qui sont proches de chez toi. Par exemple, là, on est à Montréal. Pour beaucoup de personnes, ce sera un voyage de venir jusqu'ici. Ouais. Mais si tu vas juste à l'autre bout de la ville, alors que toi, t'habites complètement à l'opposé, ce serait pas un voyage pour autant. Donc, ce serait vraiment quitter plus loin que cette ville. Juste changer de région, je trouve que c'est déjà un voyage en soi.
Ouais. Je pense que dès qu'il y a un petit truc qui est différent... Peut-être la nouveauté, du coup. Ouais. Le fait que tu découvres une nouvelle région, ou une nouvelle ville, ou un nouveau quartier aussi. Est-ce que visiter un nouveau quartier, c'est un voyage? Dans ta ville même, je dirais pas. Selon Martin, non, du coup? Je dirais peut-être pas. Tu vois, par exemple, même une grande ville comme Los Angeles, mais elle est énorme, mais je pense pas que aller d'un quartier à un autre, ça pourrait être considéré comme voyage. Par contre, si tu vas à San Diego, qui est pas loin, à leur échelle, là, ça pourrait plus compter. Et sous quelle forme est-ce que pour vous, l'addiction, elle pourrait se manifester? Ou si elle se manifeste déjà? Déjà, le fait de toujours vouloir réserver des voyages tout le temps. C'est-à-dire que moi, c'est un peu mon cas, là, mais quand je réserve un voyage, je sais que j'en ai un autre qui va suivre derrière. Donc pour moi, c'est ça aussi une forme d'addiction. C'est, j'ai déjà un voyage de prévu, mais je pense déjà, il est même pas fini, que je pense déjà à celui d'après, tu vois. Ça te procure un plaisir, donc t'as envie de recommencer l'expérience. Là, le prochain voyage que tu fais, tu sais déjà lequel tu vas avoir après? Pour mon été, oui. En tout cas. Ok. Et encore, l'été, c'est dans pas si longtemps, longtemps non plus. On est en mars, là. C'est ça. Fin mars, ça arrive vite. Sous quelle forme est-ce que pour toi, l'addiction peut se manifester, se matérialiser? Je pense que tu le ressens surtout quand tu rentres de vacances, où tu te dis je suis quand même content de rentrer chez moi, mais après 2-3 jours tu te dis ah oui c'est vrai que c'était trop bien, j'ai envie d'y retourner. C'est vraiment quand t'as je pense l'envie intrinsèque de te dire faut que j'y retourne, je veux voir un nouvel endroit. C'est genre là j'ai découvert je sais pas tel monument, j'aimerais bien découvrir tel monument ailleurs, ou j'ai découvert je sais pas une cascade, j'aimerais trop découvrir une falaise à tel endroit, tu vois. Enfin, le fait de te dire ce que j'ai vu, j'ai envie de pas le revoir ailleurs, mais d'être ailleurs et de redécouvrir autre chose. Je pense que c'est là que tu te dis que ça devient possiblement une addiction. Parce que tu penses qu'à ça finalement. Ouais. En tout cas, tu passes beaucoup de temps à gérer ton voyage. Je vais aller où? Tu parles de la destination. Parce que voyage, tu peux voyager avec tes amis, ton chéri. Moi, je trouve que ça me fait ça vraiment quand je rentre de voyage. Et après, quand je retourne dans la routine de ville, travail, week-end, etc., j'oublie un peu que j'ai envie de voyager. Mais après, quand je commence à planifier et quand j'y suis, je me dis ah non, mais en fait, il faudrait que je voyage plus souvent. C'est qu'il y a toute cette préparation aussi en amont qui te suscite une certaine attente. Si on parle d'autres addictions, oui, j'imagine qu'à certains niveaux, tu peux y penser à chaque fois. Mais là, comme tu prépares un peu les étapes, comme tu l'as dit, où est-ce que je souhaite aller, suivant le budget, peut-être les événements de vie ou des personnes que je connais sur place, ça crée une certaine attente chez toi. Les billets d'avion, tu es obligé de les prendre quand même un peu à l'avance aussi. Les hébergements, donc tu te forces un peu à voir certains points d'intérêt à l'avance. Tu as vraiment envie de partir tout de suite quand tu réserves. Mais je pense que ça vient aussi avec une certaine mentalité ou culture. Peut-être si tes premiers voyages dans ta vie ne sont pas passés très bien, peut-être tu auras moins envie d'y retourner. Peut-être c'est aussi notre expérience qui fait qu'on ressent le voyage de cette façon et qu'on a envie d'y retourner à chaque fois. Mais je me demande si, par exemple, si des gens n'ont pas voyagé pendant 20 ans, puis qu'ils se mettent à voyager, est-ce que ça leur fait le même effet de suite? Est-ce qu'ils deviennent accros? Je sais pas s'il y a un truc avec le fait d'avoir commencé à voyager tard qui fait que t'as moins Je pense que t'as moins envie du coup. Je pense que oui, si t'as toujours grandi, imaginons t'as des parents qui t'ont toujours emmené en voyage dès petit. Je pense aux familles qui font des tours du monde, enfin tu vois, qui sont vraiment ancrées là-dedans. Je pense que forcément toi en tant qu'enfant ou jeune adulte, tu vas avoir envie de poursuivre dans cette lignée, parce que c'est ce que t'as grandi comme ça. Tes parents t'ont inculqué des valeurs positives sur le voyage, donc forcément tu en gardes. Après, tu peux te faire ton avis personnel, mais ça joue notre expérience, en tout cas adolescent-enfant, sur notre idée du voyage actuel. En tout cas, moi, j'en suis sûre qu'il y a un lien entre mon passé et mon présent. Et toi. Puis comme tu dis aussi, si tu l'as peut-être vécu plus tard, peut-être que tu as moins certains réflexes d'organisation. Donc si tu passes par une agence, ou même avec des guides, ou si t'es juste dans un tout inclus, il y a moins le côté satisfaction, parce que quand tu as passé du temps à chercher les hébergements, les vols, les lieux, il y a aussi un côté satisfaisant où sur place, le fruit du temps que tu as passé, tu en profites vraiment. Donc ça peut être un peu ingrat au début parce que tu passes vraiment du temps, mais tu sais que ça va te profiter plus tard. Donc quand tu n'as pas trop ce côté-là, projection en amont, récompense sur place, tu peux un peu moins te sentir concerné aussi. Si on dit tel jour à telle heure tu prends l'avion, tu arrives sur place, il y a telle personne qui t'accueille, toi tu es content de le vivre, mais tu vas pas le penser forcément en amont. Moi, je pense que ça amène une satisfaction et une petite fierté. Justement, je pense que t'es encore plus accro de dire j'ai fait tout ça, je suis fière de moi, j'ai organisé un voyage pendant 6 mois, j'ai tout géré moi-même, dans un autre pays avec une autre culture, et c'est aussi, je pense, gratifiant, tu vois, d'organiser des voyages, je pense. Ouais, surtout quand c'est toi qui organises. Oui, du coup. Dans un couple, c'est pas toujours les deux qui s'y mettent autant, mais
T'as une certaine satisfaction et fierté d'avoir réussi. C'est comme si t'avais accompli quelque chose aussi, que tu te rends compte que tout se déroule correctement et comme tu l'avais planifié, tu te dis ah bah tiens je vais recommencer puis je vais revivre une super expérience de moi-même en soi. Puis je pense aussi que c'est surtout lié au désir de découvrir un maximum de lieux sur Terre avant de mourir, comme pas forcément de manière consciente, mais peut-être inconsciemment aussi. Si ça peut marcher dans l'effet inverse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment revenir au même endroit. Comme au début, ça peut être plus compliqué de voyager. Puis tu vois, un endroit, tu as toujours envie d'aller à cet endroit-là par confort aussi. Il peut y avoir l'addiction par rapport à cet endroit-là, mais aussi juste sur le fait de tu as envie de découvrir un maximum d'endroits. C'est sûr que tout le monde n'est pas forcément capable, entre le travail, comme tu disais tout à l'heure, la routine aussi de vie, d'exprimer sa liberté tous les jours, dans ton cadre un peu, ta petite ville. Mais est-ce que du coup, vous considériez comme une addiction au voyage le fait de retourner toujours au voyage au même endroit ? Parce que, comme on disait, le voyage va avec la découverte. Quand tu vas, admettons, dans un autre quartier, c'est pas trop de la découverte, pas trop du voyage, parce que ça reste dans ta même ville et tout. Mais est-ce que, du coup, retourner 10 ans voyager au même endroit, pour vous, ça reste un voyage et genre une addiction à un endroit ? Je pense que ça peut rentrer dedans, parce que ça veut dire que t'es accro, en tout cas à l'endroit où tu vas chaque année. Par exemple, si tu vas chaque année dans le sud, dans la même ville. Mais est-ce que ça reste un vrai addiction? Moi, je le vois moins comme un voyage parce que c'est comme ton deuxième chez toi, entre guillemets. Ça dépend à quel point tu détiens la propriété. Tu sais, si tu vas juste dans un hôtel ou dans un c'est une maison secondaire, du coup, ça rentre plus trop dans... Là, oui, ça rentre moins dans le voyage. Côté addiction, je pense que c'est surtout toi et ta manière de le penser. Si tu dis juste, bon, bah, tous les ans, tu sais que tu as ta réservation dans cet endroit-là et tu y vas, bah, ce sera moins addiction parce que tu vas moins le réfléchir. Alors que si tu dis, oh, à chaque fois que tu y repars, tu reprends ta réservation, mais tu le fais plus dans une logique de j'en ai besoin de le faire tous les ans, plus que bon bah tous les ans c'est comme ça. C'est ça, je dirais c'est plus la subtilité dans ton esprit de à quel point si une année tu le fais ou tu le fais pas, ça va un peu plus te peiner que ce soit pas présent. Comment on pourrait le réduire ou du moins orienter sa passion pour les voyages vers une direction peut-être plus saine si jamais on trouve que c'est peut-être pas assez le cas? Je trouve qu'il y a le petit côté un peu négatif d'être accro au voyage, c'est aussi le côté social. Enfin, je trouve qu'on est vraiment dans une génération où c'est un peu maintenant la course à qui va faire le plus de voyages dans une année, tu vois. Et avec les réseaux sociaux, moi la première, j'aime bien partager quand je voyage sur Insta par exemple les lieux où je suis, parce que je trouve ça cool de partager avec les gens, de les faire voyager aussi un peu avec moi, tu vois. C'est aussi parfois peut-être le côté négatif de bah voilà, moi j'ai une vie super cool, tu vois. C'est peut-être un peu le côté un peu malsain de l'addiction dans le sens où t'as envie de partager, pas forcément en disant voilà, je suis la meilleure, je voyage tout le temps, mais est-ce que c'est pas un peu trop des fois de... Ça peut être mal perçu, c'est ça que tu veux dire aussi. C'est peut-être la façon dont tu le transmets aussi. Je pense que ça dépend aussi de la personne qui le reçoit. Bah, moi, j'ai l'impression d'être toujours bienveillante quand je parle de mes vacances. Genre, je parle de ce que j'ai aimé et puis c'est sûr que je vais vouloir le recommander aux gens parce que genre, j'ai vraiment aimé. D'accord. Comme tu connais la personne avec qui tu parles, tu peux dire bah oui, mais comme je sais que toi t'aimes ça, bah tu pourrais aimer cet aspect-là de tel pays, de telle ville ou autre. Mais c'est vrai que ça peut être perçu aussi comme un privilège par ton entourage. Je pense qu'il y a toujours des personnes qui sont au-delà de toi aussi. Donc après, ça peut être ce côté-là, trouver l'équilibre entre des personnes des fois qui partagent rien du tout et des personnes qui pourraient partager trop. Est-ce que vous connaissez aussi le syndrome de Wanderlust? C'est une expression allemande qui Wander, ça veut dire en allemand Wandern, randonnée, marche, promenade, et lust plus l'envie, le désir. Donc la traduction littérale, ce serait la passion pour les voyages comme le désir de marcher, de bouger ton corps. Et en gros, ça fait référence à l'obsession qu'on peut ressentir pour un voyage, en fait. C'est un peu un syndrome par rapport à ça, donc le désir, l'envie de te promener, de randonner, de faire des choses, dans le sens en dehors de chez toi aussi. Donc c'est un désir plus irrépressible pour découvrir de nouveaux horizons, simplement de voyage. Mais c'est vrai que ça peut aussi, je trouve, ce genre de choses un peu créer de l'instabilité chez toi, parce que tu peux te dire, oh, quand t'es en voyage, t'es là, quand tu rentres chez toi, tu peux être là. Donc ça peut être un peu dur de trouver un équilibre aussi. Tu parlais tout à l'heure du stress financier aussi. Tu mets toute ta thune dans les voyages ou pas alors, mais que tu veux investir pour certains voyages dans le futur. Comment trouver l'équilibre sans ressentir de l'isolement chez certaines personnes. Parce que quand tu es en voyage, tu vois peut-être plus de personnes. Quand tu rentres chez toi, tu as peut-être moins ce côté d'euphorie aussi qui peut arriver et être moins satisfait des choses de la vie quotidienne. Je voulais rebondir sur un des trucs que t'as dit, mais t'as dit beaucoup de continué. choses là. Et après, j'ai perdu mon idée.
Je pense que c'est par rapport quand tu dis tu reviens, puis l'écart entre toi, entre toi et les personnes de ton entourage peut être, le retour, puis l'écart entre toi et l'autre personne peut être plus différent. Je pense que d'abord, si le voyage est vraiment un besoin pour toi, j'imagine que tu essayes d'adapter, comme tu dis, ton travail pour avoir une certaine stabilité financière, parce que ça coûte quand même de l'argent. Tes rapports avec ta famille que tu vas avoir moins souvent. Si vraiment le voyage est une addiction pour toi et que tu en as besoin au quotidien, tu orientes un peu ton style. Ça devient un style de vie, en fait. Ça devient pas juste un voyage. Je pense que ça devient plus un style de vie. Et c'est là qu'après, tu découvres... comment financièrement, je peux avoir une vie assez stable, mais tout en réalisant mes rêves de voyage et tout en gardant un contact social avec mes amis ou ma famille de mon pays de départ, d'origine. Je pense que c'est plus quelque chose qui se planifie si vraiment tu veux orienter ta vie autour du voyage, parce que c'est sûr que tu auras toujours des contraintes. Le voyage va toujours, je pense, te faire grandir différemment des personnes de ton entourage de point d'ancrage. Si tu rentres un moment ou si tu décides de rester 2 mois à voir ta famille ou autre, tu vas te rendre compte que les gens n'ont pas trop eu de progression par rapport à... Enfin, c'est un peu négatif, mais n'ont pas eu la même évolution, entre guillemets, que toi qui as vu des choses qui t'ont nourri et qui t'ont fait grandir, des rencontres avec d'autres personnes qui t'ont fait ouvrir les yeux peut-être sur un sujet ou la condition de certaines personnes dans un endroit ou même politique, tu vois. Mais ça te fait grandir d'une façon différente. Et c'est sûr qu'après, le retour à la réalité, si tu considères ton pays d'origine comme la réalité, le choc culturel, tu l'as peut-être plus en rentrant qu'en restant en voyage. C'est ça, parce que quand tu es dans ta localité de confort, on va dire, les choses, tu peux les connaître à l'avance, mais ce que tu dis, c'est que quand tu es en voyage, tu as l'opportunité de les expérimenter. Carnaval de Rio, tu as déjà vu peut-être des images, tu connais les musiques, les choses, mais quand tu vas sur place, tu vas avoir tous ces détails en tête. En fait, c'est dans tel quartier, c'est peut-être pas comme ce que j'avais à l'esprit. Donc peut-être que quand tu l'as pas expérimenté, tu vas avoir une certaine idée reçue. Mais en fait, après, ce sera différent aussi. Peut-être changer d'avis sur pas mal d'opinions, que tu as tous les préjugés que tu as par rapport à un voyage. Ou souvent, quand on dit « je voyage dans tel pays », les gens, s'ils l'ont déjà fait, ils vont dire « moi j'ai pensé ça, donc tu vas te faire ton propre avis ». Mais par rapport à ce que tu disais, le sentiment de liberté aussi quand tu voyages, c'est du coup d'être libre, de découvrir plein de nouvelles choses. C'est un style de vie. Il y a des filles qui sont accros au shopping, d'autres qui vont être accros au voyage. Ça va être plus leur argent, ils vont les mettre dans les voyages plutôt que dans acheter des paires de chaussures. Puis il y a des pays dans lesquels tout le monde te dit que c'est dangereux d'y aller, toi tu vas y aller, puis en fait tu vas peut-être pas le trouver si dangereux que ça. Il y en a, ça a l'air safe, puis en fait tu vas peut-être avoir des mauvaises expériences aussi. Donc c'est dur de savoir exactement à l'avance qu'est-ce qui va fonctionner avec toi et ton contexte. Oui, c'est beaucoup de choses qui s'alignent, que ce soit déjà juste la météo. Quand t'es quelque part et qu'il fait que pleuvoir, t'as entre guillemets pas envie d'être en vacances à ce moment-là. Sur tes expériences, c'est sûr. Et encore, la météo, la pluie, c'est relou, mais ça reste correct. Mais ça a des événements météorologiques. Des ouragans ou un tsunami, c'est quand même... Ça, ou même juste le Covid aussi. Quand ça arrivait, il y a plein de gens qui étaient pas chez eux. Donc après, pour revenir, pour te déplacer, puis ne pas voir toutes les choses que tu avais prévu de voir par la suite parce que c'était juste fermé, ça peut être une grosse contrainte aussi. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant de se dire quand je rentre, il y a certaines personnes qui sont dans un état un peu dépressif. Je pense que ça arrive vraiment. Bon, c'est pas mon cas, même si souvent on est triste de rentrer parce qu'on passe des super vacances et on a découvert plein de trucs géniaux. Voilà, on est trop contents. J'ai pas trop, moi, cet effet négatif en rentrant parce que je sais que il y en a, il va y avoir dans quelques mois, même si c'est pas tout le temps. Je me projette déjà dans un voyage. C'est comme ça que tu combats la dépression. C'est ça, le bonheur à venir sur place. Non, mais en vrai, je trouve que ça aide, ouais. Je me dis, si j'ai un moment difficile au travail ou dans ta vie perso, je pense que ça peut m'encourager de me dire, dans 2 mois, je voyage avec telle personne. Enfin, moi, je voyage pas trop seule, par exemple. Donc, je me dis, je vais partager un moment incroyable avec soit ma famille ou quelqu'un à qui je tiens, tu vois. Donc, oui, ça me motive, c'est sûr. Ça te met un objectif pour tenir 3 mois de plus. C'est un peu comme un moteur, ça devient une addiction quand même. Mais une addiction plutôt positive, parce que je prends que les avantages du voyage. Les inconvénients, je trouve qu'il y en a pas tant. Peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, le fait de te bloquer sur le côté j'arrive plus à me poser, parce que tellement je suis accro au voyage, j'arrive plus à me sédentariser. Parce que du coup, je pense qu'à ça et j'arrive plus à me poser fixement dans un endroit pour vivre. Je pense que ça, c'est plus quand tu pars en road trip. J'ai vu ça très longtemps. Ouais, plusieurs personnes de mon entourage qui partaient minimum 6 mois, 1 an. Et quand elles reviennent, t'as l'impression qu'elles peuvent pas être là, en fait. Ouais. Enfin, elles veulent pas. Ouais, ça change ta vie, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, elles savent pas quoi faire. Et moi, j'ai vu souvent qu'elles repartaient.
pareil. Et là, je me dis, elles reviendront jamais. Bah en fait, t'as seulement comme on disait tout à l'heure, cet entrain, cet engouement de découvrir de nouvelles choses que quand t'es assis, on va dire chez tes parents, parce que techniquement, ou tu sais chez ta famille ou quoi, parce que t'as pas de logement fixe quand tu retournes dans ton pays, bah tu te dis mais qu'est-ce que je fais là et... C'est pas ma place. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que aussi le voyage, tous les jours, régulièrement, il te donne des sensations de beauté intenses dans des environnements qui ne sont pas familiers, que ce soit des villes ou de la nature. Ça stimule beaucoup la zone de récompense du cerveau. Ce qui fait que ça te donne plus d'adrénaline, ça te donne plus de dopamine que d'ordinaire également. Indirectement, ton cerveau il dit « j'aime ça, donc donne-en moi plus ». Donc même en voyage, des fois ça peut le faire. Tu vois tous les jours d'affilée des choses incroyables. Tu vas voir quelque chose qui est juste un peu moins bien et ton cerveau il va dire « je veux quelque chose de encore mieux derrière pour compenser ». Tu vois, alors qu'en fait c'est très très bien aussi. Puis de toute façon, on sait que au bout d'un moment, ça devient une routine. C'est-à-dire que si, je vais prendre n'importe quel pays, mais si tu pars au Vietnam et que tu vois des choses incroyables, si tu habites là 1 an et que tu vois ces choses incroyables tous les jours, bah, tu sais, tu seras moins stimulé. Tu sais, si tu as un quotidien à Montréal, bah, tu vas être moins stimulé. Alors que ici, tu vois, bah, on va au Mont-Royal, on n'est pas aussi émerveillé. C'est sûr que le premier hiver, tu te dis waouh, la neige, c'est génial, on peut faire du ski et tout. Puis au bout du 3e, tu te dis oh, la neige, c'est quand même fatigant. C'est ça. Mais quand tu habites surtout 1 an, je pense que tu peux un peu plus l'enlever du voyage quand même. Il y a moins ce sentiment de nouveauté. Surtout si tu restes en tout cas au même endroit. Si tu te dis je fais 1 an mais dans un pays et que tu bouges un peu, là tu peux le garder. Et c'est sûr que si tu te dis pendant 1 an je reste au Vietnam, mais dans une seule ville, là ça peut être plus compliqué. C'est plus expat, je pense que ça sort du... On n'est plus dans le voyage du coup, là on est vraiment dans l'habitation. Ouais. C'est pour ça aussi où je trouve que le plus gros point positif du voyage, de l'addiction en tout cas, c'est que ça t'entraîne continuellement à être de mieux en mieux préparé au voyage au pluriel. Ça te force déjà logistiquement, tu prends l'avion pour ci, pour ça, t'estimes les distances, même le reste, mais comme chaque lieu est différent, sauf si tu te focuses vraiment sur un continent, bah ça te force un peu à repenser les choses différemment, avec les monnaies, t'adapter les vaccins, toutes ces choses-là aussi, donc tu deviens de moins en moins innocent quant aux choses qui peuvent t'arriver aussi à l'étranger. Ouais, puis tu deviens agile, tu t'adaptes à chaque situation. Puis tu te découvres peut-être des capacités que tu ne verrais pas au quotidien quand tu travailles. Tu prends beaucoup de maturité quand tu voyages, je trouve. En tout cas, quand tu voyages longtemps à l'étranger, dans une culture qui n'a rien à voir avec ton pays d'origine, je pense que quand tu reviens, ça, parfois, tu disais tout à l'heure, mais ça peut te faire un petit choc aussi de... Ah ouais, ok, moi j'ai grandi dans un pays avec ça, et j'ai découvert un pays où il n'y avait absolument pas ce dont je suis habituée à vivre avec. Dans tous les cas, tu gagnes une richesse intellectuelle, plus aussi émotionnelle, dans le sens où tu as rencontré des personnes incroyables, parfois en difficulté, et ça te remet aussi en cause sur ta vie perso. Je trouve que ça te remet un peu les pieds sur terre parfois quand tu vois certains voyages. Quand tu es tout seul, ou même si tu as un groupe de 4, pour moi ça reste quand même tout seul, ça reste un petit groupe, mais quand tu es quelque part, tu sais que vous êtes tout seul dans un univers qui est totalement différent du vôtre et que c'est aussi à vous de vous adapter. Moi, je le vois comme ça. Tu peux pas juste imposer, je sais pas, tu veux un steak frites, bah, tu peux pas dire au resto, je veux un steak frites, tu vois. C'est à toi de t'adapter à ce qui est disponible. Si le transport en commun, il faut juste payer en cash et pas en carte, bah, tu t'adaptes. Du coup, c'est toi qui dois te mouler au pays, enfin, à ce que tu découvres une fois sur place. Je pense que tu te mets un peu toi en retrait et tu laisses un peu le pays c'est une souplesse t'absorber. à avoir. Ouais, c'est ça. T'es obligé d'être flexible parce que clairement tu vas pas imposer aux gens ta propre culture alors que t'es pas dans ton pays, tu vois. Et puis tu t'en rendrais pas compte au quotidien. Ici par exemple, bah, tu vas juste faire tes affaires comme d'habitude. C'est pour ça aussi où je trouve que pour des personnes qui peuvent être un peu stressées de partir en voyage, sur les transports ou autres, ou même juste l'inconnu, l'incertitude, si elles en font quand même assez régulièrement et qu'il y a ce côté d'addiction où dès que tu en finis un, tu prévois déjà le prochain, ça peut un peu aider à réduire ça. Si tu vas une fois dans ta vie en avion, c'est sûr que la seule fois où tu vas le prendre, tu vas pas être bien. Alors que si tu le prends plus régulièrement, bah, chacun choisira sa notion de régulièrement, bah, là déjà tu pourras un peu plus l'appréhender, tu sauras certaines choses, tu verras peut-être l'évolution. Ah, moi je l'avais pris l'année passée, c'était comme ça. Maintenant il y a ce petit changement aussi, tu vois, même des bateaux. Si tu n'as jamais pris de bateau, la première fois que tu prends un bateau, tu sais pas que tu étais malade en mer, tu es malade. Bah,
si tu l'as pris une fois dans ta vie, ce sera peut-être pas ta meilleure expérience. Alors que la fois d'après, ça pourra être mieux. Tu pourras prendre des petites pilules pour éviter un peu ça, ou te mettre un peu plus à l'air libre et pas juste au fond du bateau. Au fond de la cabine. Ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'il y a vraiment par contre des gens. Moi, j'ai des exemples dans mon entourage de personnes qui sont Qui vomissent en bateau. Pas réfractaires, mais qui vomissent en bateau, qui paniquent à bord de l'avion. Mais ça, après... Mais tu sais, plus elles le prennent et pire c'est, tu vois. Genre, ma meilleure amie, elle adore voyager. Un peu, à petite dose. Okay. Mais alors, dès qu'elle prend l'avion... Parce qu'elle a très peur de l'avion. Ouais, j'ai pris l'avion avec elle, elle me tenait comme ça. Et elle paniquait, tu vois. C'était vraiment... tu sentais qu'en elle, ça se passait pas bien. Une fois qu'elle est arrivée, ça va très bien. Mais en fait, c'est que ça lui met un frein. Bah forcément, mais là on est vraiment dans la phobie, tu vois, de l'avion. Donc je pense que dans son cas, malheureusement, elle aura beau voyager 10 fois par an, c'est bien, mais je suis pas sûre que, sauf si elle voit quelqu'un pour faire ce travail-là en amont, je suis pas sûre qu'elle soigne cette phobie en prenant l'avion tout le temps. Non, c'est ça marche pas. Bah, la dernière fois, j'ai voulu rentrer chez moi à tel moment. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, genre jusqu'à la salle d'embarquement. Et à chaque fois, essaye de se dire, bah, tu sais, j'essaye de me mettre dans un bon mood et tout. Et ça lui gâche toujours le début de son voyage, tu vois. Petit à petit, elle essaye, mais ça marche pas. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui arriveront pas à aller au-dessus d'une peur ou d'une phobie pour assouvir une envie de voyager. Non, c'est sûr. Ben moi, ça peut l'aider à affiner peut-être qu'est-ce qu'elle peut faire, ses autres possibilités. Peut-être à ce moment-là, je peux faire, comme vous disait, du bateau, du quadrage, du train, de la voiture. Alors c'est sûr que des fois, tu peux être plus limité pour aller où tu veux aller, mais ça peut t'emmener vers d'autres destinations que tu n'aurais peut-être pas pensé initialement. Du coup, c'est bien qu'elle essaye. C'est difficile pour elle pour le voyage, donc le trajet, mais après, sur place, du coup, elle a envie de, j'imagine, guérir cette phobie parce qu'après elle kiffe son voyage. Du coup, je comprends qu'elle doit être un peu partagée entre j'adore voyager, mais l'avion, pour moi, c'est catastrophique. Ouais, du coup, c'est un gros parent, max. Et est-ce qu'il y a des périodes dans votre vie, je parle pas dans une année, où vous n'avez vraiment aucun voyage de prévu dans le futur, mais comme vraiment de prévu, comme celui-là, je sais que je vais le faire, c'est peut-être pas réservé, mais proche. On a tous des fois des destinations en tête de dire « Oh, j'aimerais bien aller à cet endroit-là ». Mais vraiment, une période où c'est pas envisagé. Je sais pas, peut-être que tu as envie d'aller au Japon, mais que c'est juste une idée comme ça. Mais c'est pas « Tiens, peut-être cette période-là de l'année, je vais faire en sorte que ce soit le cas ». Bah moi, quand j'étais en études en France, je gagnais pas d'argent. Et alors là, ça me venait pas trop en tête de voyager parce que quand t'as pas les moyens, je trouve que c'est... En fait, ça te met une première barrière, quoi. Mes parents me payent déjà mon loyer, je vais pas leur demander de l'argent en plus pour voyager toute seule, quoi. Ou alors... Mais tu sais que tu te greffes peut-être à leur voyage parce que t'es encore assez proche de ta famille, tu fais des voyages avec eux, etc. Mais de moi-même, tu sais, je me serais pas dit, je veux partir parce que je sais que pour l'instant, c'est pas... j'ai pas de salaire, donc c'est compliqué. Ça. C'est pas possible, je dois être à mon cours à 8h le lundi et mon dernier cours, c'est... tel jour, il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de possibilité. Une fois que j'aurai fini mon année, je dois faire un stage. Il n'y a juste pas de créneau. À ce moment-là, moi, quand j'étais aux études en France, je savais que ça servait, entre guillemets, à rien que j'y pense parce que je ne pouvais pas assouvir ce désir de voyager. Depuis que tu es plus adulte, maître de ta vie, qui a moins cette barrière, en tout cas des études, est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu te dis, bon là, t'attaques une année sans forcément savoir à peu près qu'est-ce que tu vas faire en voyage? Je pense que ça m'est déjà arrivé, rarement. J'ai l'impression que quand tu arrives dans le monde du travail, et c'est super négatif ce que je vais dire, mais tu as juste envie de t'en échapper. Et c'est vraiment pas... En fait, je pense que tu arrives ou c'est peut-être parce qu'on est au début de notre carrière, tu vas de tes études où tu vois quand même tes amis, c'est ton cercle proche, tu vois beaucoup ta famille, tu fais beaucoup d'activités qui ne sont pas le voyage, mais qui sont relativement proches. Ta routine n'est pas une routine de me lever à 7h, travailler à 8h, rentrer à 5h. T'es plus libre, comme le voyage te donne une certaine liberté. Les études, pour moi, je trouvais que ça me donnait une certaine liberté quand même. Et le fait d'arriver au travail où là, c'est vraiment des horaires chaque jour, toujours les mêmes jours de la semaine, toujours la même chose, je pense que c'est un gros choc par rapport aux études. Tu cherches quelque chose qui te rapproche un peu des études et de la liberté que tu avais avant, et la chose la plus proche, c'est le voyage.
Après, quand tu étais étudiante, tu avais quand même aussi, j'imagine, une routine. Enfin, tu avais des horaires fixes. Enfin, je trouve que Non. Quand tu es étudiante, ah ok, ça dépend après le travail que tu fais. Les études en France, je trouvais que oui, tu avais une routine parce que tu avais toujours les mêmes cours au même moment. Mais au Canada, quand j'ai fait mes études, j'avais 3 cours par semaine. Ok. Donc ta routine est... Moi, je trouvais que ma routine à Montréal était vachement... Plus libre qu'en France, Ouais. du coup, oui. C'est sûr que ça dépend quelle formation ou quel travail tu fais. Si tu fais un travail de bureau où tu es de 8 à 19h, enfin de 8 à 18h tous les jours au travail, je comprends plus le besoin de t'échapper de ça que les gens qui sont en télétravail, qui vont peut-être pouvoir plus être flexibles et peut-être avoir moins ce métro boulot dodo. Donc, est-ce qu'il y a des éléments perturbateurs qui vous auraient dégoûté, même temporairement, du fait de voyager, à certains moments où tu te dis, là, après chaque voyage, je reprogramme le prochain, ou au moins dans ma tête au niveau des dates, mais après celui-là, c'était un peu moins naturel que d'habitude. Bah oui, financièrement, à nos âges, on a des projets. Donc, aussi bien familial que perso ou professionnel. Donc, oui, je pense que ça m'est pas encore arrivé là actuellement. Mais je sais que je vais peut-être moins voyager dans quelques années parce que j'aurai d'autres projets par la suite. Vu que l'argent, c'est un peu le moteur de certains accomplissements. Si tu veux acheter une maison, t'as besoin d'argent. Si tu veux voyager, t'as besoin d'argent. Ouais. Si tu veux avoir des enfants, t'as besoin de beaucoup d'argent. Tout ton argent peut pas être tourné sur le voyage. Si t'es addict au voyage, tout ton argent, toute ta vie peut pas être tournée uniquement sur le voyage parce que je pense qu'il faut quand même que t'essayes de bâtir quelque chose derrière. Après, c'est un choix de vie. Il y a aussi des gens du coup, qui ont fait le choix de voyager toute leur vie et d'être comme nomades là, et de pas construire de choses à côté. Après, ça, c'est un choix de vie, quoi. Puis avec l'argent, tu peux pas acheter le temps non plus. Parce que comme tu dis, imaginons, t'as des enfants où t'achètes une maison, puis tu un peu la rénoves ou d'autres choses, même juste si tu construis une vie à un certain endroit ou une carrière professionnelle, même si tu peux avoir l'argent, le fait de cumuler toutes ces choses-là et avec le temps, ça peut être plus compliqué. Tu peux peut-être te dire « Oh, j'ai 2 semaines, mais j'ai un peu moins les ressources financières. » Ou alors « Oh, là, ça va, j'arrive un peu à lisser un peu les dépenses, mais je peux pas trouver le temps parce que ça demanderait beaucoup trop d'organisation, où il faut faire garder le chien, ou le ci, le ça. » Puis il faut la condition physique aussi, parce que exactement ce que j'allais dire. Le côté santé aussi. Ouais. Si tu as 2 projets dans ta vie, c'est de construire ta maison et partir en voyage, mais si la moitié de ton temps libre, c'est pour ta maison, t'es peut-être trop fatigué physiquement aussi. Pour après vouloir aller prendre l'avion, aller quelque part, faire une rando, courir. T'es peut-être pas toujours en condition physique pour accueillir un voyage. Et un voyage, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est fatigant. Je trouve que pour moi, c'est pas fatigant mentalement, mais c'est fatigant physiquement quand même. Ça te demande déjà un effort pour te déplacer. Donc, sur des horaires, si tu prends l'avion, tu vas avoir un décalage horaire, il faut se remettre de pas mal de choses. Je pense que même en fonction de ton âge, nous on est jeunes, donc c'est aussi notre génération, on est pas mal dans le voyage, etc. Mais si on pense à nos grands-parents à l'époque, ils n'ont pas voyagé du tout comme ça. D'une, parce que c'était peut-être pas la priorité, en tout cas à l'époque aussi, et que nous on a la chance d'être plus ouverts sur plein de choses. Ouais, si t'as pas une bonne santé, à 70 ans, tu vas pas aller faire le tour de l'Europe, quoi. Donc c'est sûr que c'est plus maintenant, quand on est jeune, qu'il faut profiter, entre guillemets, de voyager quand on le peut, sachant qu'on est en bonne condition physique, parce qu'on sait très bien qu'en vieillissant, ça va être moins facile, en tout cas. C'est ça. Donc avec cette addiction, on est presque pas si loin de la dromomanie aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. Dromomanie, en fait, c'est le besoin irrésistible de déplacement, mais sans utilité primaire. Par exemple, c'est pas le fait de j'ai faim, donc je vais me déplacer pour aller chercher quelque chose à manger, que ce soit un resto ou juste des courses. C'est juste le fait de t'as besoin de te déplacer, mais pas pour vivre, tu vois, pas pour tes besoins primaires justement. Comme t'as besoin d'être ailleurs, c'est ça. Mais sans objectif particulier. Exactement. Quand tu voyages, t'as pas toujours un objectif obvious en tête. Là, par exemple, c'est surtout utilisé pour la fugue de l'obsessionnel, mais qui recouvre aussi des aspects assez divers. Comme c'est une manie de ton corps qui soit tout le temps en mouvance. C'est ça, tu parlais tout à l'heure aussi du fait d'être posé chez toi, dans une ville, dans certaines choses, mais si tu le prends à un aspect plus large, c'est toujours un peu dans ton jus, dans les mêmes choses. Peut-être que tu vas ressentir physiquement un besoin de sortir, de te bouger, mais hors de ce cadre-là.
Moi, ça m'a fait un peu ça quand j'ai fini mes études en France et que je suis partie faire un voyage et que je suis rentrée du voyage. Et en fait, je pouvais plus physiquement être en France, je pense. Okay. Et j'avais le choix entre faire des études à Montréal ou faire des études en France. Et en fait, j'ai juste choisi. Je pense que j'ai pas choisi Montréal, j'ai juste choisi pas la France. Ok. Et c'est vraiment bizarre, mais je pense que c'était un peu ça. Physiquement, genre, je me suis dit, mais je peux pas rester là. Enfin, c'est très bizarre, c'est comme vraiment quoi, la raison? fuite. C'est parce qu'il y avait des choses qui te plaisaient plus dans la façon de vivre en France ou... Ouais, je suis partie faire un échange académique d'1 an. Après, j'ai fait un stage en Thaïlande. Okay. Je suis revenue 1 an et après, je suis repartie faire un voyage. Et en rentrant, je me suis dit, mais en fait, c'est juste, il se passe trop de choses. C'est peut-être il se passe trop de choses ailleurs pour que je reste. Pour que rester dans soit ce suffisant. Petit confort français, tu veux dire. Parce qu'après avoir vu peut-être l'Angleterre pendant 1 an, c'était pas très loin, mais c'était quand même une culture différente. Puis le fait d'avoir travaillé ailleurs et après d'avoir voyagé, je pense que je me suis dit, il y a trop de choses à voir pour continuer à faire mes études ici. Et sachant que quand tu fais tes études quelque part, souvent ça te pousse à rester. T'as plus d'opportunités juste après tes études. Je pense que j'ai ressenti un peu ce dromophobie. Dromomanie. Non, pas phobie. Mais voyager, c'est aussi s'habituer à entendre différentes langues, différents accents. Mais une fois de retour, vous faites quoi? Vous continuez en VO ou vous repassez en VF alors? Très bonne question. Moi, je reste en VF. Moi, je suis plus team VO. Petite transition de trouver. Donc, abonne-toi à Vie de Personne pour ne surtout pas louper un épisode en activant la cloche sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Et dis-nous quel est le voyage qui t'a donné la dopamine suffisante pour te rendre addict ou accro, comme tu l'as dit tout à l'heure. Film en VO ou en VF, débat éternel. Toi, t'es plus VO. Et toi, plus VF alors? Ouais. Très intéressant. Du coup, et toi? Faut voir. Moi, je dirais que je préfère la VO de base pour garder l'essence du jeu d'acteur originel et leurs intentions de base. Mais c'est vrai, je trouve qu'en France, on a quand même les meilleurs doubleurs et doubleuses au monde. Ils se contentent pas de juste copier l'original, mais aussi d'apporter leurs propres blagues des fois quand ils ont la liberté de le faire, leur personnalité aussi. Et ce qui est le plus satisfaisant, c'est de voir la continuité entre certains comédiens de doublage avec leur acteur ou actrice original. Ce qui fait que quand tu entends Brad Pitt parler, tu sais que c'est cette personne-là qui le double. Donc il y a ce côté un peu plus confortable aussi. Sachant que moi, innocemment, quand j'étais petit, je pensais que tous ces acteurs, ils parlaient français. Mais vraiment, mes premières années, après j'ai vite compris. Mais comme je me disais, mais Morgan Freeman, il parle français, tu vois, dans Bruce Tout-Puissant ou autre. Je savais pas que c'était un doublage dessus, tellement pour moi, ma vision d'enfance, ça paraissait crédible. Je savais pas déjà qu'on avait les meilleurs doubleurs en France. Je sais pas si c'est un fait ou si c'est... c'est une appréciation générale, okay. Tu peux pas statuer sur... je pense qu'on a vraiment des... Ouais. On est très fort en doublage, je pense. Mais je me rends compte aussi que d'un film à un autre, quand c'est le même acteur, c'est toujours la même voix, ça c'est trop bien. Ouais. Bah, c'est ça aussi le point de repère, je pense que disait Martin, c'est que comme tu connais les voix du doublage, du coup t'es habitué en fait. C'est comme si l'acteur et le doubleur faisaient qu'un finalement, parce que tu connais les deux. Le fait de dire qu'en France on a les meilleurs doubleurs et doubleuses, c'est plus sur le côté qualité et soins qu'ils apportent, alors que dans d'autres pays, c'est vrai que sans forcément trop dénigrer, mais il y a plus ce côté je double de manière littérale. La personne dit bonjour, comment ça va? Tu dis bonjour, comment ça va? Mais sans vraiment t'impliquer dedans et essayer toi de le répliquer aussi. Ce qui fait qu'il peut manquer un peu une certaine âme. Puis des fois, il y a des voix dans des films d'animation, ça peut être des voix qui sont pas du tout réelles. Ça fait que le doubleur va pas forcément avoir la capacité de répliquer cette voix-là de manière aussi bizarre que l'original. Donc il y aura un truc un peu moindre aussi. Je m'en suis jamais rendu compte parce que j'ai jamais écouté un film autre qu'en anglais ou en français. Je me suis jamais rendu compte que, admettons en espagnol, tu pouvais avoir un écart de prise de position. De jeu, ouais. Un écart de jeu. T'as jamais regardé de séries ou de films dans la langue d'origine, par exemple, en espagnol, ou tu regardais pas en espagnol? Non. Un film japonais, tu vas le regarder en VF. Français. Mais par exemple, s'il y a un film espagnol, j'ai jamais écouté en italien pour voir si le jeu d'acteur était toujours le même ou autre. Donc je me suis jamais rendu compte de ce que tu dis là par rapport aux autres langues de doublage en fait. Au début, comme beaucoup de personnes,
Jusqu'à à peu près l'adolescence, j'écoutais surtout en français. Puis après, j'essayais de découvrir plus en VO, surtout pour améliorer l'anglais. Donc au début, c'était plus en anglais avec les sous-titres en français, puis après anglais avec sous-titres anglais. En fait, c'est certaines expériences qui m'ont un peu, je peux pas dire dégoûté, mais qui m'ont sorti de l'immersion. Par exemple, j'avais italien à l'école, je voulais améliorer mon italien, je me suis dit, je regardais un film en italien. J'avais pas forcément de film italien à l'esprit, autre que ceux que j'avais déjà vus en classe. Donc j'ai mis un des films que j'aimais beaucoup, Star Wars 3, je le mets en italien. J'ai pas tenu plus de 3 minutes. Parce que Star Wars, t'es là dans l'espace, surtout le 3e, ça commence direct à les vaisseaux et tout, grosse guerre. Puis là, c'est en italien. Ça m'a sorti pour moi. Parler italien dans l'espace, dans cet univers qui fait aucun sens concret non plus. Mais juste ça collait pas. Comme si je regarde par exemple un Scarface, si je mets la voix en allemand, de mon point de vue, c'est l'univers très Miami collerait pas du tout avec une voix allemande. Donc en fait, c'est un peu cette chose-là qui m'a de plus en plus orienté vers la VO, c'est le fait que ce que je vois colle pas avec la voix que j'entends. C'est pour ça que je trouve vraiment important de regarder un film dans sa langue d'origine. Tu regardes un film japonais, mais tout en VF, déjà je trouve que ça colle pas trop culturellement. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas. Et comme toi, quand j'étais jeune, je regardais en VF parce que c'est comme ça aussi qu'on... En France, il y a beaucoup de VF, donc on regarde... Et j'ai commencé comme toi, Martin, à regarder plus pour améliorer mon anglais, comme j'étais en classe européenne anglais, donc je faisais un peu plus d'anglais. Et du coup, je me suis dit, on va commencer par ça parce que c'est connu pour t'aider et ça aide vraiment. Et après, je me suis dit, mais en fait, un réalisateur, il va choisir ces acteurs pour aussi leur voix. Quand tu fais de l'acting et quand tu fais du théâtre ou quoi, la voix, c'est l'élément un des plus importants d'un acteur. Donc je me dis qu'on lui enlève sa voix et qu'on prenne quelqu'un pour le doubler, en fait c'est plus l'acteur, c'est plus comme ça que le réalisateur il a choisi de faire son film. Donc je trouve que ça dénote vraiment beaucoup. Et puis même je trouve ça cool de regarder un film dans d'autres langues aussi pour t'ouvrir culturellement à écouter d'autres langues. La VF c'est bien, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres langues, je trouve. Mais j'ai l'impression que c'est surtout un tunnel en fait. C'est-à-dire que quand t'es dans la VF, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai expérimenté, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand t'es dedans, tout fait sens. Ah oui. Tu regardes en VF, il n'y a pas de problème, tu te poses pas la question. Mais dès que tu sors un peu de ça, je reviens avec ce que tu dis, t'arrives plus forcément à te réimmerger dedans. Une fois t'as écouté un japonais parler en japonais dans le film, t'arrives plus à l'écouter parler français après. Je pense que c'est plus un chemin qui peut aller que dans une seule direction, mais tu peux difficilement revenir en arrière. Moi j'ai encore les œillères, mais je trouve que tout fit trop bien en français. Pour le coup, tant mieux si ça te dérange pas dans ton immersion dans le film. Alors pas du tout. Je suis plus immergée dans un film en français que... Déjà si, admettons, c'est en japonais et que les sous-titres sont en français, moi lire des sous-titres dans une langue qui est pas ce que j'entends, ça me bloque complètement. Genre je peux pas écouter un film en anglais et lire les sous-titres en français. Faut absolument que les sous-titres soient en anglais. Ok, donc c'est soit tu regardes un film en anglais, sous-titres anglais, soit français. Ouais, tout français, alors si j'ai des sous-titres en français dans un film en anglais, je regarde pas en fait. Je pense que ça me fait un frein. Je pense que ça c'est vraiment parce que t'es pas habitué, je pense. En fait, si je lis les sous-titres, je vais pas regarder le film. Je vais juste lire les sous-titres. Et tu sais, si admettons, je suis en train de manger, je suis en train de manger une chips et genre, tu sais, je regarde un peu à côté, du coup j'ai raté. Et du coup, il faut que je retourne en arrière. C'est grave de l'organisation. Oh, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, les sous-titres, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, c'est dur à s'habituer. Je me suis un peu forcé de passer par là. C'est vraiment pas agréable parce qu'il faut prendre des œuvres que tu connais déjà. Comme ça, tu vas moins avoir ce sentiment de manque. Après, il y a l'étape où, une fois que tu es forcé, ça va tout seul et tu as un peu moins besoin de faire d'efforts de concentration. Donc, tu vas plus te concentrer sur la voix que les sous-titres. Et visuellement, je trouve que le fait d'entendre la VO, ça va plus t'immerger dans l'univers, ce qui fait que les sous-titres à l'écran vont moins te déranger. C'est-à-dire que ce que tu perds à avoir littéralement une barre blanche sur le film avec les sous-titres, donc c'est un bout d'image que tu vois moins, tu vas le gagner derrière parce que la voix va plus t'immerger aussi. Et le dernier point que j'avais noté, c'est que les sous-titres te permettent de capter des fois des petits détails sur certains mots que tu n'aurais peut-être pas retenu ton attention. Des fois, il y a des personnages, ils disent des mots, mais tu sais, c'est un peu en fin de phrase, ou alors c'est pas toujours très fort, ou suivant la voix originale, excuse-moi de pas être multilingue non plus, je vais peut-être pas capter toutes les subtilités de la langue, imaginons pour l'anglais, je comprends au global, mais il y a peut-être quelques mots que je vais pas capter. Mais le fait d'avoir le sous-titre, qu'il soit en français ou en anglais, tu vas le voir le mot. Donc en fait, tu vas capter la subtilité. Je sais que dans une série que j'ai vue récemment qui s'appelle The Bear,
Les personnages, ils s'appellent beaucoup chef, par exemple, pour dire... parce que le chef du resto, il veut que tout le monde s'appelle chef entre eux pour garder une certaine justice entre tout le monde et un certain respect. Mais il y a une fille, une latina, l'anglais c'est pas sa première langue, donc elle dit Jeff au lieu de chef. Mais du coup, si tu l'écoutes juste, tu peux avoir du mal à capter la subtilité, alors que quand tu le vois écrit, tu vois que c'est écrit Jeff et pas chef. C'est vrai que c'est des petits détails où avec les sous-titres, au moins tu es sûr de pas te tromper de manière sur ta compréhension orale. Moi j'ai justement l'impression que les sous-titres, tu perds. Souvent, ils sont pas complets. Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, comme tu as le matériel d'origine qui est donc original, la VO, le doublage, il y a quelqu'un qui repasse derrière et les sous-titres aussi. Donc il peut y avoir des petites nuances qui peuvent être moins remises dessus. C'est comme quand tu fais une traduction d'un document. J'allais dire, dans tous les cas, dans toutes les traductions, tu as forcément un minimum de biais. Anglais sous-titré anglais, des fois je trouve qu'il y a des raccourcis. Donc ça m'étonne pas. Donc c'est pas les vrais termes, t'entends pas la même chose que tu lis. Donc moi je suis complètement confuse avec les sous-titres. Mais au moins, ça ce qui est marrant, c'est qu'au moins toi tu as la lucidité d'esprit de voir la différence. Donc ça veut dire que tu fais quand même attention à ce que tu écoutes et à ce que tu lis. Donc ton cerveau, ça lui permet de rester éveillé quand tu vois le film. Tu te dis, ah tiens, ça je l'ai capté à l'oral, mais il n'était pas écrit. Alors que si tu avais que lu, tu n'aurais peut-être pas capté la subtilité. Mais je pense que du coup ça me demande trop d'efforts dans le sens où je le vois, ça me perturbe. Je vais faire attention qu'à ça et tu sais, je vais pas être dedans. Je vois. Moi, tu vois, cette chose-là qui peut me sortir des fois avec la VF, en tout cas auparavant, c'était le fait, puis après c'est la vie, c'est comme ça, puis les studios n'engagent pas toujours les mêmes personnes, mais c'est la continuité entre les doubleurs français et françaises sur un même acteur. Brad Pitt, t'as le même acteur qui le double beaucoup, mais pas unanimement sur tous les films, comme il n'a pas l'exclusivité, il y a peut-être un studio qui veut prendre une autre personne, lui qui est peut-être booké ailleurs, le français, donc ce qui fait que t'as beaucoup d'acteurs connus ou d'actrices qui sont doublés majoritairement par une personne en France. Mais si la personne décède, si juste elle n'est pas engagée parce que pour telle direction de film, ils préfèrent un autre comédien ou une autre comédienne. Moi, c'est ça qui me sort. Brad Pitt, il a cette voix. DiCaprio, il a cette voix. Pourquoi là, c'est plus sa voix en français? Mais du coup, est-ce que quand vous regardez un film, vous faites que ça? Parce que pour écouter et lire les sous-titres, il faut vraiment être 100% dedans. Mais moi, je trouve que justement, de regarder des films en VO, en fait, moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, en fait, je vais regarder un film, et en gros, 2 mois après, je vais me poser des questions sur le film et je vais être là, oh oui, Hélène, écoute, je vais pas pouvoir me rappeler de tout le film. Et du coup, quand je regarde un film en VO, je trouve que ça m'aide à me concentrer encore plus. Parce qu'effectivement, je suis pas bilingue en anglais, donc je vais regarder un film en VO, mais je vais forcément lire les sous-titres. Mais maintenant, quand je lis, je m'en rends même plus compte. Parce que comme je suis immergée dans le film, en fait, je suis habituée à lire les sous-titres en français, donc du coup ça me perturbe pas de voir cette ligne blanche en bas de l'écran qui peut-être peut gêner certaines personnes au début. Mais du coup je trouve que ça m'aide à me concentrer. Quand je regarde quelque chose en général, quand je regarde un film, je fais pas deux choses en même temps. Donc en fait j'ai pas ce problème de je vais manger et en même temps, je vais quand même me concentrer sur le film, donc ça me perturbe pas parce que j'ai besoin de faire qu'une chose. Regarder le film. En VF, c'est pareil. Si tu mets un film, je vais pas... Je suis pas quelqu'un qui va mettre un film et qui va faire d'autres choses en même temps. Tu vois, si je regarde un film, je regarde un film et je suis à fond dedans, tu vois. Moi, je fais plutôt l'inverse, du coup. Je pense que c'est pour ça que la version originale, ça marche pas. Parce que t'es pas focus et t'arrives pas à lire en continu parce que tu fais autre chose d'à côté. Parce que, admettons, si je mange... Ouais, c'est ça. Si je mange ou que je regarde pour aller chercher mon verre et que c'est en japonais, je comprends rien, je vais rater 3 phrases. La traduction, je comprends. Et ça, moi, ça me frustre vraiment. Mais je pense que ça vient aussi du fait que je fais d'autres choses en même temps. Mais ce qui est trop perturbant aussi, c'est qu'une fois, quand on parle de ciné, je suis allée au ciné avec ma famille en Malaisie. Et là, le film, je crois qu'il était en mandarin. Et il y avait un sous-titre en mandarin, un sous-titre en japonais et un sous-titre en anglais. Et là, ça te prenait les 3/4 de ton écran. Oh, wow. Et en fait, moi, je savais juste pas où regarder et ni quoi écouter. Je pouvais juste lire l'anglais, mais je trouve que ça te casse ton expérience. Du coup, c'était une version, je pense que c'était une version originale avec un sous-titre en anglais. En fait, j'étais perdue. Ouais. Moi, quand je lis les sous-titres, je me les dis, quoi. Mais du coup, avec le son qui est différent, je trouve qu'il y a trop de décalage. Mais tu vois, comme j'ai une mémoire assez visuelle, moi, les sous-titres me permettent de plus garder les choses du film et l'univers en mémoire. Par exemple, surtout dans des choses assez fantastiques ou science-fiction ou autres, quand il y a beaucoup de noms propres, de noms communs, mais sur l'univers que je connais pas forcément, que je suis en train de découvrir,
Des fois, t'arrives, ça te donne le nom de ce personnage, le nom de cette tribu, le nom de cette planète, de ci, de ça. Et si c'est juste dit à l'oral, quelle que soit la langue, ça peut être plus dur à saisir. Alors que quand je le vois écrit, je me dis ok, je le vois écrit, donc le mot, quand je l'entends en VO, il résonne dans ma tête aussi. Tu parlais tout à l'heure des films en japonais, des animés ou même des films d'animation. Les noms propres, même si tu comprends pas le japonais, ils vont souvent le dire tel quel. Par exemple, ça s'appelle Yoko, peut-être ils vont dire Yoko. Ce qui fait que tu vas reconnaître dans la voix, tu comprends aucun mot, mais tu vas entendre juste le nom propre qui ressort dans la voix. Ce qui fait que c'est des petites subtilités que tu peux déceler par-ci par-là. Pour les noms propres, je suis d'accord que les sous-titres, ça peut quand même t'aider quand ça va trop vite. Ou même Dune, par exemple, je l'avais vu en version française, il y avait tellement de noms. Mais c'était en français, mais même il y avait tellement trop de noms que ça m'a perdu. Et je pense qu'en effet, s'il y avait des sous-titres, que ce soit français ou anglais, c'est les mêmes noms propres, je crois. Mais là, je pense ça m'aurait supporté dans ma compréhension du film. Selon les univers, ils traduisent pas forcément non plus les noms propres. Ça fait que des fois, tu peux parler avec quelqu'un d'une chose, puis en fait, l'autre va pas du tout comprendre la même chose, comme Poudlard. En français, c'est pas la même chose qu'en anglais non plus. Mais je trouve surtout, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais que le doublage, en tout cas en France, c'est quand même une contribution artistique propre. Et c'est aussi une fierté culturelle française parce que les personnes sont assez engagées pour ça. Et c'est pas juste un artifice technique où tu ajoutes une voix comme ça sur les lèvres des acteurs sans faire gaffe. C'est pour ça que ça me fait un peu déchanter quand j'ai entendu récemment que Amazon Prime, ils achètent beaucoup de films pour étoffer leur catalogue, mais que ces films-là, ils les doublent beaucoup avec des IA maintenant. T'as ce côté-là aussi où les films, oui, tu peux les écouter en doublé, mais avec l'IA, tu perds beaucoup d'humanité à l'intérieur et t'as pas envie d'écouter quelque chose lu par la voix de Google Traduction, par exemple. Sur Waze, tourner à droite, c'est sûr que ça te donne. C'est ça. Et il y a beaucoup de doubleurs et doubleuses françaises en plus qui aujourd'hui c'est vraiment des légendes. Benoît Alman qui était le gars qui doublait surtout Morgan Freeman, qui est décédé il y a pas longtemps, mais t'as beaucoup de gens dont tu retiens leur nom et quand tu écoutes la voix t'es émerveillé tout de suite. Richard Darbois aussi qui est en plus il est né à Montréal, lui qui a fait beaucoup des voix pour Harrison Ford, Jeff Goldblum, Patrick Swayze, Stallone, Schwarzenegger, Bill Murray, Albator, Buzz l'éclair, le génie d'Aladin. Buzz l'éclair quand tu l'entends en français, ça fait un truc. Et je te parle même pas quand tu as l'image, mais t'as quelqu'un dans la rue, tu le rencontres, il te fait la voix de Buzz l'éclair, et c'est pas une imitation, t'es waouh, ça fait quelque chose aussi. Mais oui, je pense que c'est vraiment super bien adapté. Moi, je pense aussi pourquoi j'aime bien regarder en français, c'est parce que j'ai jamais eu de contraintes. Ouais, t'as toujours adoré, les doublures t'ont jamais, en tout cas, tu t'es jamais dit mais cette voix elle est horrible, elle va pas du tout avec le film. C'est ça, je trouve que c'est toujours bien adapté. Naturel et... J'ai jamais eu d'irritant ou vraiment de bloquant comme tu dis. Moi je trouve que c'est normal, mais après c'est fluide. Je me souviens quand on était petit, on regardait des fois des films en streaming et le français c'était la version québécoise. Ça c'était dur par contre. Je comprends la chance qu'on avait d'avoir des personnes, des doublures françaises. Avec les compétences si on peut dire. Et le jeu d'acteur qui était vraiment dédié à ça, mais les versions québécoises à chaque fois je trouvais que c'était un carnage. Ça n'allait pas du tout. Sans dénigrer quoi que ce soit, mais je trouvais que c'était catastrophique. Je trouve justement que le fait d'écouter un film ou de le voir en VO ou en VF, ça ne détermine pas forcément ta cinéphilie non plus. Non. Tu peux adorer puis avoir toujours écouté qu'en français, comme le faire en original. On regarde pas forcément les films dans la même langue, mais pourtant en tout cas pour moi, on peut les aimer pareil. Ça détermine pas ta passion pour ça. Moi j'aime bien, mais par exemple je sais que je vais pas être super critique quand... J'ai pas trop d'attentes quand je regarde un film. Mais c'est pas lié à la voix. Tu le serais pas plus que ce soit en original ou en français. Peut-être pas. Moi je pense que ça peut quand même me déranger dans certains films. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais je préférais toujours regarder la voix originelle de l'acteur. Mais je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il arrive malheureusement que la VF ne soit pas au niveau. Du coup, je suis plus exigeant avec la VF qu'avec la VO parce que c'est pas l'intention de base de l'œuvre. Donc tu dis c'est un rajout, faut que le rajout il soit au moins aussi bon que l'original. Et souvent, j'arrive plus à pardonner des fois une VO un peu plus faible en fustigeant les acteurs plutôt que une VF qui est réalisée à froid, a posteriori, qui peut me sortir du film parce que ça colle pas au jeu d'acteur et à la direction. Mais il y a aussi des fois des choses qui peuvent leur donner du crédit aussi aux Français et aux Françaises, c'est que pour des gros films de plus en plus maintenant, pour éviter qu'il y ait des leaks ou des choses comme ça, tu vois juste les lèvres de l'acteur. Par exemple, des films d'animation ou des choses comme Disney, Marvel, des films très attendus. Le prochain Avengers,
tu vas voir juste les lèvres de l'acteur que tu doubles. Mais tu sais pas le contexte, tu sais pas s'il est énervé, tu vois pas son visage, tu vois pas ses yeux, ses sourcils, tu vois juste les lèvres. Donc c'est sûr que pour essayer de te créer un personnage dans ta tête avec ça, même si tu entends la voix, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Le jeu vidéo, c'est pareil. Souvent, quand il y a des doubleurs, tu vois à peu près une ébauche du personnage où la texture est pas du tout détaillée, tu vois même pas forcément l'environnement, donc tu essaies de faire de ton mieux, mais tu vois pas le produit final. Donc c'est sûr que si t'as pas le produit final, ça peut être vraiment compliqué de réaliser une adaptation alors que t'as du mal à percevoir le contexte. Après, ça dépend peut-être aussi des salaires, de comment tu payes la doublure, parce que tu disais tout à l'heure des exemples de personnes qui doublaient des gens très très connus. J'imagine que eux, ils ont peut-être des contrats sur plusieurs films, un certain engagement. La qualité vient c'est avec... vraiment pro, quoi. On ouais. parle vraiment d'experts, enfin, c'est vraiment leur métier, quoi. À temps plein, Mais donc si tu je me t'attends trompe à pas, certains... je crois que justement, en tout cas en général, je sais plus si c'était le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'avais vu qu'ils étaient beaucoup payés à la ligne. Et qu'il n'y ait pas forcément d'exclusivité. C'est pour ça que, comme je te disais, moi ça peut me perdre. Brad Pitt, dans certains films, il peut avoir ce doubleur-là, dans un autre, c'est pas le cas, parce que juste la direction ne souhaite plus l'avoir lui, peut-être que l'acteur est vieilli puisqu'il veut que ce soit un peu plus jeune aussi, et surtout le fait que s'il est dans ce film-là, peut-être que l'acteur ce sera le doubleur original de Brad Pitt en français, mais que juste il va pas être payé grand-chose parce que peut-être que Brad Pitt il fait une apparition un peu plus petite et que c'est pas lui le personnage principal du film. Comme tu dis, des fois ils voient juste les lèvres et ils doivent faire la doublure à partir de ça sans forcément voir les expressions. Mais du coup ça doit être super difficile, parce que du coup tu suis pas du tout le script. Et c'est pas dans l'ordre. Et les émotions du réalisateur, donc l'acting il est pas là, quoi. C'est pour ça que justement en France c'est beaucoup reconnu parce que les voix arrivent au global à être quand même de qualité alors que tu n'as pas toujours, et c'est de plus en plus le cas, que tu as de moins en moins de matériel à te raccrocher là-dessus. Mais pour moi c'est normal, c'est que les voix françaises collent vraiment bien au film. Parce que c'est juste moi c'est vraiment un travail à part entière, c'est vraiment une étape du film. Tu peux pas t'attendre à avoir une doublure. Enfin, moi je trouve ça quand même aberrant. Voilà, que tu puisses avoir une doublure ratée sur un film gros, blockbuster, oui, mais j'imagine les petits films. Pour moi, si tu veux international, tu dois un minimum mettre du budget aussi dans tes doublures pour que l'expérience pour tout le monde soit la même. Et c'est ça qui va faire aussi le succès de ton film. C'est parce que aussi à la base de la formation pour être comédien de doublage, c'est que non, tu es comédien. C'est-à-dire que tu es pas juste là, moi je veux doubler telle personne. La formation de base, même s'il n'y a pas de parcours typique du tout, la meilleure façon d'y arriver, tu fais du théâtre. Tu apprends vraiment à être acteur, actrice, pour après le faire avec le doublage. Ce qui fait que tu as déjà les capacités pour te plonger dans un rôle, changer de voix, changer d'intonation, avant de juste parler parce que ta voix elle est agréable. Puis je pense qu'en France, il y a deux types du coup de doubleurs. Il y a ceux qui font que ça, dans le sens où ils jouent pas dans des films, ils sont juste doubleurs. Puis il y a aussi ceux qu'on voit, les acteurs qu'on connaît super bien, qui jouent dans des films et qui doublent des films, surtout d'animation par exemple. Je pense à ça, les films d'animation. Il y a beaucoup d'acteurs, de comédiens français qui sont très connus et qui sont aussi très forts en doublage, mais c'est pas leur principale activité, tu vois. Puis il y a aussi beaucoup de star talent, où en gros dans certains films, surtout l'animation, tu vas avoir des gens connus, mais qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui seront là-dedans. Il me semble il y avait, c'était dans un Lego Batman, un dessin animé qu'ils avaient fait, il y avait Griezmann qui faisait une voix, ou Olivier Giroud, donc des sportifs. Des fois, tu as même d'autres musiciens, mais qui n'ont rien à faire là. Je crois que même pendant des années, bon, après ça c'est... ça faisait du sens, mais au début, c'était la chanteuse Laurie qui doublait La Fée Clochette. Ah oui. Et elle l'a fait dans plusieurs dessins animés, puisqu'après, elle avait ses propres spin-off et tout. Mais au début, tu peux te dire, Laurie, La Fée Clochette, ok, t'es juste là pour le nom. Mais en fait, elle s'est vraiment bien approprié l'univers, et puis juste, ça collait parfaitement. Alors que des fois, tu peux avoir d'autres personnes connues qui sont là pour que ce soit rajouté sur l'affiche, et attirer des personnes, mais en soi, leurs voix sont pas incroyables. Et c'est là où moi, c'est des petits détails comme ça qui peuvent me sortir aussi du film. T'entends Jamel Debbouze sur une chose qui a rien à voir, comme c'est pas lui du tout qui a produit le film ou quoi, c'est juste pour sa voix, ça peut être un peu bizarre. Mais je pense que du coup, la sélection de la langue ou du sous-titre, ça va aussi avec à quel point t'es cinéphile. Tu disais, tu écoutes en version originale parce que
tu veux avoir le cast original, tu sais, ça te donne du détail sur le choix du réalisateur, etc. Ça t'immerge davantage dans l'univers. Mais je pense que c'est parce que tu as aussi un attrait à comprendre plus que juste regarder le film. J'ai l'impression que quand on discute là, ça vient aussi avec le fait d'être plus cinéphile. Quoi. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en VF et qui le sont vraiment aussi. C'est pas forcément lié non plus. Peut-être qu'il y en a qui, juste dans leur famille, ont été élevés avec une certaine langue, puis qui l'écoutent donc en original, sans forcément être plus cinéphile que ça. La plupart des personnes aussi qui crachent sur la VF, c'est quand même des gens qui sont assez déconnectés de la réalité, car je verrais mal des enfants voir un film en VOSTFR, par exemple, comme original, non, mais là, on parle d'une population adulte, je pense. Ouais. Parce qu'on a tous regardé plus jeunes nos films en VF, et c'est pour ça que la VF existe et existera toujours, et qu'on peut pas cracher sur la VF, parce qu'il y a des gens qui, même les anciens, ils vont toujours regarder leurs films en VF. Et puis tout le monde peut pas parler anglais. Dans n'importe quel pays, tout le monde parle pas Mais après, tous les films sont pas anglais non plus. Là, on parle par exemple, si tu regardes un film grec, ou italien, est-ce que tu vas souhaiter le regarder dans cette langue-là? Tu parlais du Japon tout à l'heure, la Chine, la Corée. Moi, je sais que quand je vois des films sud-coréens, honnêtement, je peux absolument pas les regarder doublés en français. Peut-être que le doublage est très bien pour le coup. J'avoue que comme... Moi aussi, j'aurais du mal maintenant. Je les ai pas regardés comme à l'époque en français, mais honnêtement, je trouve que le jeu, il y a quelque chose qui peut pas être répliqué. Tu vois, pour le coup, les animés japonais, Dragon Ball ou autres, le doublage français est incroyable. Mais sur certains animés ou films d'animation, il y a une subtilité dans le doublage qui fait qu'il est plus poussé en original. Mais par exemple, les Miyazaki, en français, c'est incroyable. Et dans même Mononoke ou d'autres, je pense même que le doublage français est meilleur que l'original. Ah oui? Ouais. Il y a vraiment une âme dans les paroles et tout qui fonctionne. Puis comme pour le coup c'est animé, je trouve il y a un côté un peu moins important pour moi puisque tu vois moins l'acteur, les lèvres, les expressions faciales sont différentes aussi. C'est un débat éternel. Il n'y a pas de pour. Après, c'est vraiment personnel. Donc là, on discute, c'est intéressant. Ça, le meilleur exemple aussi, j'avais noté là, ça me rappelle, mais les Simpsons, la voix française est 1 milliard de fois meilleure que la voix originale. Je ne sais pas si tu as écouté la voix originale. Non. Mais juste, tu verras la différence. Franchement, elle n'est pas horrible, elle n'est pas catastrophique. Mais les acteurs français sont tellement appropriés les personnages. On parle de tout le monde, mais il y a encore plus Marge et Homer qui en plus ont cette histoire que dans la vraie vie, ils sont mari et femme parce qu'ils se sont rencontrés sur le set de doublage. Mais leurs voix, elles sont vraiment incroyables. Et il y a vraiment une personnalité là où, dans la voix originale, tu sens les personnages, mais il y a quelque chose en moins sur la personnalité. Ah, je ne savais pas. J'ai juste écouté en français, forcément. Ouais. Mais on parlait surtout du coup, ça me donne envie de réécouter en anglais. Ça attise ma curiosité, du coup, de regarder en anglais. Pour tester. Même, on parle beaucoup du doublage dans les films ou les séries, mais dans les jeux vidéo, ça peut être le cas aussi. Mais par exemple, GTA, c'est quelque chose que je trouvais ça vraiment insupportable, parce que le jeu est doublé uniquement en original, donc il n'y a pas de doublage en fait. Régulièrement, tu dois conduire des voitures, les personnages parlent, ça parle. Mais quand tu conduis la voiture, tu dois faire attention à ne pas faire n'importe quoi en roulant. Plus, tu as les sous-titres, plus c'est en anglais. C'est assez insupportable. Tu dois te concentrer sur l'audio, lire les sous-titres, en même temps tu conduis une voiture et pas faire n'importe quoi. Des fois, il y a des gens qui tirent dessus aussi. Je trouvais que c'était tout much. Trop d'informations en même temps. Juste les dialogues, en fait, ne pas les mettre pendant que toi, tu as une action à réaliser si c'est en original. Ou sinon, à ce moment-là, tu peux le doubler, puis tu fais ton action, mais tu vas pas t'occuper à forcément lire. Ouais, là, c'était pas trop adapté, quoi. Il y a aussi une autre chose que j'avais notée par rapport au doublage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut rejoindre les remakes américains. Par exemple, là, j'ai vu qu'il y a un studio qui a été intéressé pour faire une adaptation de Monte Cristo avec Roger Jean Page, donc l'acteur qui a été surtout connu pour Bridgerton. C'est une adaptation, donc un nouveau film qui est créé. Puis les Américains, ils sont tellement, je trouve, lazy, qu'ils sont capables de te refaire un film entier pour eux, plutôt que de créer des doublages en anglais ou des sous-titres en anglais. Ils vont refaire un nouveau film. Juste parce qu'en gros, ils voulaient pas faire un doublage de notre version. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que le public, ils sont tellement feignants parce que la soupe qu'on leur sert, c'est que des choses anglophones. Ils veulent pas lire les putains de sous-titres. Ouais, après, est-ce que
en Amérique, les gens ont envie de voir des acteurs qui sont pas américains. Il y a peut-être de ça aussi. Mais c'est surtout, je pense, la voix aussi. Ouais. Au-delà de ça, parce qu'il y a des acteurs étrangers qui travaillent aux États-Unis, puis je pense pas que ce soit forcément ça le problème, mais c'est le fait que comme tout est facile pour eux, puisque la plupart des choses sont en anglais, ils veulent pas faire l'effort. Quand Parasite aussi, le film coréen, était sorti, les Américains, ils ont pas trop vu ou aimé parce qu'ils n'arrivaient pas à voir le film sous-titré. Pour eux, ça allait trop vite, les sous-titres, ils étaient pas habitués. Parce que pour nous, Français, c'est le cas aussi. Si tu regardes Parasite, qui est coréen, ou si tu regardes Oppenheimer, qui est américain. Mais on s'est habitué, puis on s'est forcé. J'ai l'impression que pour les Américains, il y a aussi une barrière avec les acteurs. J'ai l'impression que c'est un peu un truc à part. J'ai l'impression que t'as le cinéma américain et t'as le reste du monde qui... C'est tellement une grosse industrie que... Ouais. Est-ce que les films étrangers sont si bienvenus en Amérique? Puis qu'en France, par exemple, c'est vrai que je suis pas convaincue. On a l'habitude parce qu'il y a plein de films français qui sont des navets. Il y en a d'autres qui sont bien. Enfin, tu vas te dire, je vais aussi regarder ce qui vient d'ailleurs. Mais si t'avais que des gros trucs américains, est-ce que tu regarderais pas juste des gros trucs américains? De grosses productions. Après, c'est un nivellement un peu par le bas, parce que je trouve ça dommage de, par exemple, faire un film au Brésil. T'as envie de regarder un film qui se passe au Brésil, puis en fait, c'est pas un film brésilien, c'est un film fait par des Américains, avec des acteurs américains qui font genre... Ils parlent brésilien. Ça dénature vraiment... Ouais, mais les Américains, c'est quelque chose qui les dérange. Moi, il y a quelques années, je me souviens, il y avait un film qui s'appelait La Grande Muraille de Chine, ou juste La Muraille de Chine, je sais plus, avec Matt Damon, qui était l'acteur principal. Puis ça, je crois même il faisait un duo même avec Pedro Pascal, si je me souviens bien. Et il jouait là-bas, donc c'était en Chine, mais dans un univers un peu fantastique, où en fait la muraille, comme si elle avait été créée pour faire barrière à des hordes de monstres qui viennent attaquer le pays. Je pense plus de 90-95% des acteurs étaient chinois. T'avais Matt Damon et Pedro Pascal qui étaient genre les Américains qui étaient là en personnage principal. Alors qu'en fait, le film tournait autour de ça, mais c'était centré très sur le côté américain là-dessus. Alors qu'il y a d'autres films comme Les Trois Royaumes, je crois, qui est un film chinois, puis c'est que des acteurs chinois, et qui est vraiment un film incroyable, et il n'y a pas de plus-value à ramener des Américains là-dedans pour autant. Moi, je serais portée à dire que c'est vraiment pour le public, l'audience que tu vas faire avec ça. C'est ça. Donc pour vous, est-ce que le débat entre la VO et la VF est pertinent, ou en fait juste les gens sont juste chiants à faire un débat là-dessus? Alors qu'en fait, pour moi, c'est un débat inutile du moment que tu le rends accessible à un maximum de personnes. Je trouve qu'il faut qu'il y ait les deux. C'est ça, chacun a les outils à sa disposition. Ce qui lui plaît aussi. Pour être libre de voir. À quel point tu rends le cinéma accessible à chacun, je pense que ça passe aussi par la langue dans laquelle il est soit traduit, soit sous-titré. J'ai juste noté une petite chose sur l'intelligence artificielle, quand on en avait parlé. Ouais. Parce que c'est sûr que tu peux regarder qu'en VO ou qu'en VF, mais il y a toutes ces choses-là qui menacent aussi, notamment la qualité du doublage. Et pour garder une identité forte, c'est important de ne pas trop tomber dans ce piège. Par exemple, j'avais vu que fin février, il y a un jeu vidéo, donc Apex Legends, où en fait, les doubleurs du jeu, ils ont arrêté leur travail pour protester contre le fait que la compagnie, donc Electronic Arts, avait décidé d'utiliser leur voix pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Okay. Donc, c'était pas littéralement « je te remplace », mais c'est des choses qui font que l'IA est surtout utilisée pour répliquer à terme les voix des professionnels sans leur consentement, et qu'en plus, là, dans cet exemple-là, c'est pour entraîner des modèles d'IA, donc ça fait qu'après, ça peut précariser leur métier, qui vont avoir envie de moins les payer, puis qu'au fur et à mesure, tu vas moins les embaucher, puis après, ça peut être que des voix d'intelligence artificielle. Enfin, il n'y aura plus de vrais doubleurs parce qu'ils auront plus de travail, parce que ce sera l'IA qui aura pris leur job, quoi. C'est vers ça qu'on va dans le futur si on continue à laisser trop la place à l'IA dans notre vie. Mais je pense que c'est quand même un travail à part entière. C'est une composante du film. Ce serait bien que ça reste. Ouais. Donc c'est sûr que ça réduirait encore plus l'accessibilité. On enlevait la part d'humanité qu'il y a là-dedans. Les sous-titres, c'est la même chose. Il y a beaucoup de sous-titres qui... je pense même que la grande majorité des sous-titres sont faits avec des traducteurs. Ouais. Parce que tu le vois des fois quand des personnes font des TikTok, des réels ou autres, ça met les sous-titres automatiques pour faire la vidéo. Ça fonctionnerait pas du tout. On parlait des noms propres tout à l'heure, ce serait n'importe quoi. Ouais. Donc si t'enlèves aussi des traducteurs par rapport à ça, ça peut aller dans des choses moins... Tu perds encore plus l'authenticité. C'est sûr que ça coûte cher. Je pense que c'est quand même quelque chose auquel les gens s'attendent, d'avoir une doublure qui répond un minimum à leurs exigences, puis qui te fait vivre une expérience de film qui est la même que si tu parlais la langue originelle du film. Sinon, tu le craques toi-même en version originale, puis après tu le mets dans une version boostée de ChatGPT sur une banque de repères, toutes les langues, et avec le sous-titre en plus. Gros travail. Ouais, gros ChatGPT.
Mais finalement, que ce soit en VO ou en VF, c'est souvent une question d'habitude et de confort, comme on l'a vu. Mais en parlant d'habitude, est-ce que vous êtes plutôt du genre à regarder des films en journée ou la nuit? Moi, plutôt en soirée, je dirais quand même. Ok. Ouais, plutôt dans le noir, moi. Donc plutôt en soirée, du coup. Je trouve que t'es plus... Bon, ça peut être à 15h à Montréal. Ouais, c'est ça, tu baisses le rideau. En décembre. Ouais, Ou à 5h du matin. Oui, ou même baisser le rideau. Moi, c'est plus un truc de lumière. Ok. S'il fait plein jour, je vais pas avoir envie de regarder un film. Après, ça dépend quel type de film. Je sais pas, quand tu vas regarder un film d'horreur, par exemple, si t'en regardes, tu vas pas regarder ça à 10h du matin, full lumière. J'aime pas les films d'horreur, mais que ce soit en pleine journée. Je sais pas, je me dis dans l'ambiance. Justement, j'avais vu un film récemment qui s'appelait Hérédité, sans trop spoiler, de spiritisme, on va dire. Le personnage principal, sa maman est décédée récemment. Elle regarde un peu ses affaires dans une boîte, puis en se levant, en éteignant la lumière de la pièce, elle voit comme une figure dans l'ombre, puis elle rallume, il n'y a rien. Et comme moi ici, je suis sur le canapé, il y a la télé, là-bas, il y a un point d'ombre. Comme des fois, avec les meubles et tout, t'as du mal à discerner. Je préfère quand même les voir la journée aussi, c'est plus... Moi aussi. C'est plus fiable. Mais ça, c'est parce qu'on aime pas. Je regarde pas, mais... c'est facile alors. Mais je pense que ceux qui aiment bien veulent se mettre dans l'ambiance. Je pense ceux qui aiment pas préfèrent regarder la journée. Dans l'avion, c'est un bon moyen aussi de regarder des films d'horreur dans l'avion. Puisque tu es accompagné, il y a des gens... J'aurais trop peur de sursauter et de faire peur à mon voisin en faisant un bond d'un mètre. Mais si tu veux arrêter, tu t'enlèves les écouteurs. C'est facile aussi, t'es moins immergé. Mais je me lancerai pas dans cette aventure. Regarder un film d'horreur dans l'avion. Non, mais je pense que d'être dans plus la noirceur ou juste le fait qu'il soit sombre, qu'il fasse sombre, ça te met davantage en immersion, je trouve, dans ton film. C'est personnel, mais... Puis t'es aussi un peu plus fatigué, donc t'as peut-être un peu plus de lâcher prise et de concentration sur le film. Ouais, c'est peut-être plus le moment de détente associé aussi, tu sais, à la fin de ta journée. Ouais, si je regarde un film fantastique, peut-être que ça va influer sur mes rêves et tout. Moi, je me dis ça des fois. Enfin, le film que je regarde, après, souvent, je fais un rêve qui est à peu près lié et tout, donc c'est cool. C'est drôle. Attention à Freddy, les griffes de la nuit. Tant que c'est des rêves, ça va. Ouais. C'est pas des cauchemars. Bah, des fois, c'est des cauchemars, mais bon. Donc like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et tu peux dès maintenant nous faire un très beau geste en nous mettant 5 étoiles sur la version podcast. Et laisse-nous savoir si tu es plus team VO, VF ou si tu alternes entre les deux suivant les différentes œuvres. Travail la nuit, est-ce qu'on est vraiment plus productif à ce moment-là? Que vous avez déjà eu une opinion ou pas du tout? Est-ce que tu travailles beaucoup de nuit, toi, par exemple, pour commencer? Aux études, je travaillais de nuit, mais mon travail... Enfin, je travaillais de nuit. J'aimais bien étudier la nuit, mais mon travail quotidien, c'est en pleine journée. Et j'étais très productive le soir. Mais en ce moment, généralement, même sur des projets perso, tu restes pas forcément la nuit pour faire les choses. Bah non, parce qu'en fait, avec le travail, le matin, si tu veux être un minimum en forme, t'es mieux de te coucher tôt. T'as besoin de dormir un peu plus qu'avant. Si j'avais pas travaillé en journée, je pense que je travaillerais plus le soir. Quand je rentre chez moi après le travail, genre de 18h à 20h, je trouve que c'est plus un temps pour relaxer ou faire les choses à la maison, préparer à manger, prendre ta douche, faire du sport. Je travaillerai pas directement après être rentrée du travail, mais à partir de 20h, une fois que j'ai mangé, là je peux faire des choses et si je m'écoute, je m'arrête pas, tu vois. Mais je sais que je dois travailler et me réveiller tôt, donc c'est pas quelque chose que je peux faire. Un peu frustrant. Mais t'arrives quand même à travailler le soir, là, même après ta journée de travail, tu pourrais travailler de 21h à 23h pas pour mon travail, quoi. Pour mes trucs à Pour moi. autre chose, ok. Ouais, mon travail perso, pas mon travail pro. Genre organiser des voyages. Je fais beaucoup de photographie, du coup, par exemple, faire mes photos, etc. Organiser. Et ouais, beaucoup d'organisation. Genre là, j'avais des vacances avec mes parents à organiser, un EVG à organiser, un voyage en France à organiser. Le soir, si je pourrais genre ne pas m'arrêter, ça me dérangerait pas. Ok. Et ben moi, je travaille actuellement la nuit parce que je suis infirmière à l'hôpital. Quand j'étais en France, je travaillais 2 jours principalement. Depuis quelques mois ici, j'ai pris un poste de nuit. Donc je suis à temps partiel, donc je travaille 8 jours de suite et j'ai 6 jours de repos par la suite. Donc on va pouvoir discuter un peu du travail de nuit. Tu préfères quoi entre les deux? Honnêtement, je préfère quand même le travail de jour parce que le travail de nuit, c'est quand même compliqué. En termes de sommeil, c'est compliqué. Physiologiquement, on n'est pas fait pour travailler la nuit. Et ça, tu le ressens vraiment? Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Moi, honnêtement, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai réussi à trouver un rythme où j'arrive à dormir la journée. Il y a des études qui ont montré que déjà, les travailleurs de nuit dorment 1h30 à 2h de moins que les travailleurs qui travaillent le jour, comme vous par exemple. Je sais que le soir, on sécrète de la mélatonine, donc en fait c'est pour ça que le corps il est
physiologiquement fait pour dormir la nuit. Parce qu'en fait, le soir, on sécrète cette hormone-là qui nous aide à dormir. Et en fait, moi, quand je vais travailler, du coup, j'ai un pic de mélatonine, en gros, dans mon corps. C'est quoi tes horaires ? Je commence à 23h et je termine à 7h30 le matin. Okay. Tu peux pas faire plus la nuit. Ouais, je suis vraiment full nuit. Et du coup, mon corps, même si du coup, il s'est habitué forcément depuis plusieurs mois où j'ai pris ce rythme-là, mais j'ai quand même un rythme déréglé parce que finalement, mon corps sécrète la mélatonine quand moi... j'ai besoin d'avoir full énergie pour ma nuit de travail, donc j'ai besoin d'être réveillée. Et le matin, on sécrète le cortisol, l'hormone du stress, en gros, pour ta journée. Donc en fait, moi, je suis en décalé par rapport à vous, mais mon corps, je m'en sors plutôt bien parce que j'ai arrivé à trouver un rythme et que je dors en arrivant de telle heure à telle heure. J'essaie de dormir minimum jusqu'à 15-16 heures l'après-midi pour avoir mes heures de sommeil minimales, donc au moins 6 heures, j'essaye. Donc je m'en sors plutôt bien physiquement, je ressens pas une fatigue extrême, tu vois, je suis pas de mauvaise humeur, je suis pas irritable, je sens pas d'effets négatifs vraiment sur moi, mais je sais que quand j'ai lu pas mal d'études, ça augmente vraiment sur le long terme. T'as plus de risques de développer de l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, du diabète de type 2. Et je sais que je vends pas du rêve, mais je sais que le travail de nuit au long terme est vraiment néfaste pour la santé. Donc j'en suis consciente, c'est pour ça que je resterai pas de nuit, mais en tout cas, je trouve pas que je suis plus productive la nuit. Mais est-ce que la sécrétion de ces hormones-là est liée au soleil ? Parce que en soi, si c'est toujours au moment où tu te réveilles, peu importe quand tu te réveilles, est-ce que ça devrait suivre ce cycle-là ? Si tu vas à l'encontre de ton cycle et que ça devient un nouveau cycle, est-ce que ces hormones-là seraient alignées à ton nouveau cycle de sommeil ? Mais je pense pas en théorie. Ok. Je pense pas. Je me demande. Sinon, on arriverait à s'adapter plus facilement. Exact. On serait moins fatigué en général les travailleurs de nuit et on aurait pas ces troubles de santé du coup par la suite. Parce que ça développe aussi, pour les femmes en tout cas, le risque de développer un cancer du sein. Des études qui ont montré que comme tu sécrètes moins de mélatonine, ça supprime ta sécrétion d'œstrogène. Tu es plus à risque de développer ce cancer parce que tu sécrètes moins d'œstrogène. Donc ton corps, il s'adapte quand même un peu aux horaires et au rythme, mais c'est pas sain pour lui pour autant. Exact. Okay. Ton corps s'adapte, oui, si tu te donnes aussi les moyens de te mettre dans des conditions pour pouvoir dormir et te reposer, etc. Mais je sais qu'au fond de moi, je resterai pas travailleuse de nuit. Oui, c'est parce que tu le forces. Ouais, donc tu le fais parce que t'as pas le choix finalement. C'est ça, comme tout le monde dort, il n'y a pas le choix que de travailler le soir. Il y a moins d'excuses, que ce soit pro ou perso, mais moins d'excuses pour appeler des gens, leur écrire, voir des choses qui se passent aussi, parce que la nuit, il n'y a pas d'événements sportifs, il n'y a pas tel truc qui va se passer sur Internet ou autre. Et les magasins sont fermés, les restaurants sont fermés. C'est un moment qui peut sembler un peu hors du temps aussi, je trouve. Comme si le temps se prolongeait, parce que tu fais peut-être moins attention à l'heure quand t'es le soir, je trouve. Tu sais, quand t'es la journée, je sais pas, tu dis 11h. 11h, c'est très... ça a cette sensation de... T'as déjà avancé une bonne partie de ta matinée, un peu avant le lunch, mais genre 4h du mat'. Il va rien se passer, quoi. Donc... pour toi, ça évoque pas grand-chose, plus que 6 heures ou 1 heure. C'est sûr que là-dessus, c'est un peu plus dur, mais tu peux le voir peut-être comme un bonus des fois à ta journée, comme t'as fait toute ta journée, puis le fait d'avoir le soir, ça fait un bonus aussi. Ouais, je pense qu'en journée, t'as toutes tes contraintes sociales, dans le sens, hors dehors du travail, le fait de manger. Je sais que moi, je me réveille, il faut que je mange. Après quelques heures, genre j'ai besoin de manger. Tu vois, mes horaires de nourriture, je subis ma routine alimentaire. Tu sais que vers telle heure, t'auras faim, alors que le soir, une fois que t'as mangé, t'as l'impression ton sport est fait, tes lunchs sont faits, ta journée de travail c'est fait, t'as vu les gens, tout le monde est rentré chez soi. Admettons, si tu dois aller acheter quelque chose, tu t'en fiches, c'est fermé. Donc t'as vraiment juste du temps pour faire ce pourquoi tu veux dédier ta nuit ou ta soirée. Ouais. Mais le seul problème, c'est que tu sais que tu vas être en décalage le lendemain. Ou les jours qui suivent, si t'arrives pas à le récupérer non plus. Je trouvais que c'était plus facile quand on était jeune. Moi, je me souviens que quand il y avait du travail de rédaction ou autre, quand j'étais aux études, écrire le soir, ça m'inspirait beaucoup plus et je savais que j'étais pas coupée. Même le week-end, quand je rentrais chez mes parents, je sais qu'on avait terminé de manger, on avait terminé de discuter. Après, j'étais dans ma chambre et eux, ils dormaient. Si je voulais juste écrire mon devoir pendant 3 heures, personne ne me contraignait sur rien. Le lendemain, c'était dimanche. En Europe, tout est fermé le dimanche, donc dans tous les cas, tu peux rien faire. Mes amis étaient tous aux études, donc le dimanche, c'était un jour de repos, tu te prépares pour ta semaine. Donc si j'étais décalée le dimanche, c'était pas très grave. Ce que je produisais à ces moments-là était souvent bien. Efficace. Ouais, c'était efficace. J'avais pas besoin de trop retourner dessus. Alors que quand c'est en semaine, t'as fini ton cours,
Tu sais que tu vas manger, après t'écris ton devoir pendant 1 heure. En fait, t'es coupé la journée parce qu'il y a beaucoup de stimulation externe. Et puis comme tu l'as dit avec le rythme des repas, on va dire en moyenne il y a quoi ? Il y a un petit déj entre 6 et 8 heures, suivant l'heure de travail des gens. Après un lunch entre 11h30 et 13h. Puis le repas du soir entre 5h et 8h. Bon c'est large mais suivant les gens aussi. Mais après t'as rien du coup avant 6h le petit déj. La nuit aussi on n'a pas faim parce qu'on dort. Mais je pense que vous l'avez senti aussi, si tu fais des choses tard le soir, la faim elle arrive à un moment donné. Normalement il y a un 4e repas qui doit se créer à cet endroit-là. T'en as peut-être moins besoin parce que tu vas moins te dépenser. Comme on est moins rythmé par les repas, ça fait que t'as peut-être une plus longue période pour faire tes choses comme tu disais. Ouais, puis tu vas pas être dérangé par ton téléphone parce que personne va t'écrire. Ouais, c'est ça. C'est un temps plus calme, c'est vrai. Parce que comme il fait nuit, les gens, la plupart en tout cas, dorment. T'as un peu une bulle. Ça, il y a peu de distractions aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est toi qui vas chercher. Ouais. Et ça, je trouve, quand tu parlais avec les études, c'est un bon exemple parce que ça nous met dos au mur le fait de travailler la nuit. Parce que tu arrives à un moment temporel où t'as pas le choix si tu dois respecter ta deadline du lendemain, s'il y en a une. Ce qui fait que t'as juste pas le choix. Alors que quand tu le fais en journée. Oui, c'est ça. Non, c'est clair. Mais quand t'es en journée, des fois, tu peux plus, je trouve, retarder avoir plus tendance à retarder les choses. Même dans le côté professionnel aussi, tu peux dire, ce sera fait demain, ou après 17h, tu as peut-être une barrière mentale de dire, là c'est 17h, je finis juste des choses peut-être jusqu'à 17h30, 18h, ou un peu plus souvent tes heures, mais rien commencer d'incroyable. Alors que la nuit, si t'es là pour travailler, tu dois le faire, normalement, tu dormirais. Donc si t'es là debout, que ce soit pro ou perso, t'es là pour avancer. Donc il y a moins ce côté où la journée, si t'as rien à faire ou t'as moins envie de faire quelque chose, je veux dire, t'es pas obligé d'être tout le temps à fond. La nuit, si t'es pas à fond, va te coucher. Il n'y a pas de... tu restes pas debout pour le plaisir de rester debout. Et puis techniquement, de ta journée, ta deadline, c'est toujours minuit. Donc le matin, c'est peut-être tu peux procrastiner facilement. Quand on arrive à 22h, si tu veux vraiment finir quelque chose aujourd'hui, mentalement, tu vas te dire... Aujourd'hui, tu sais, c'est minuit, je vais essayer de le faire tout de suite. Du coup, tu vas le faire peut-être plus rapidement. Et même si tu veux avoir un horaire de sommeil à peu près correct, tu peux te dire, je me laisse 2 heures à minuit, je me couche. Mais au moins, tu seras satisfait d'avoir fini quelque chose que tu dois faire avant de dormir. Et comme ça, tu pourras dormir plus sereinement. Et après, tu recommences une nouvelle journée, puis tu sais que ça, c'est fait. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'étais en études, il y avait un site, je sais plus comment ça s'appelle, où en fait... il te crée des PDF corrompus. Mais pas corrompus dans le sens ça va te foutre des logiciels malveillants, tu vois. Et plus corrompus dans le sens, juste tu drag and drop ton PDF, puis en fait il va le rendre d'une façon où en gros le destinataire ne pourra pas l'ouvrir. Et en gros ça va pas fonctionner. Ce qui fait que c'était une technique, tu vois, c'était un devoir à rendre, à minuit. T'envoies ton mail à 23h30 à ton prof avec le devoir en pièce jointe. Toi tu l'as mis, la pièce jointe corrompue. Mais ça te laisse un temps supplémentaire parce que le lendemain matin, il va ouvrir le truc, il va voir ça fonctionne pas, il va dire vas-y renvoie-le-moi et tout. Sauf que toi, ce temps bonus, tu pourras l'utiliser pour vraiment avancer sur ton doc. Ah ouais. La technique. J'ai jamais fait ça. J'ai pas eu à le faire, ou peut-être une fois, mais... bien renseigné quand même, Je mettais tous les outils à disposition. Après, ça dépend de quelle heure on parle. Là, si on parle de finir un devoir à l'école, jusqu'à minuit, ça reste, j'ai envie de dire, un horaire raisonnable. Oui, c'est ça. Mais parce que tu te couches à minuit et demi, tu te lèves à 7h, 8h, t'as quand même 6 heures de sommeil. Mais tu vis un peu à l'envers des autres. J'ai un rythme de vie qui est complètement décalé par rapport à mes amis, par exemple. Ça peut être un problème aussi social. Mais ça peut être un point positif si tu arrives à le retourner d'une autre façon, à prendre peut-être du temps pour toi la journée, là où les autres sont occupés. C'est sûr. Mais c'est plus dur de maintenir les liens. D'avoir l'énergie peut-être avec aussi. Certaines personnes, Quand les gens vont te proposer des restaurants le soir, toi tu pourras pas forcément... Moi j'ai de la chance de pouvoir le faire quand même, parce que 23h du coup, je peux quand même sortir aller au restaurant à 19h, tu vois. Donc. C'est ton petit-déj. Ça casse aussi ton alimentation, donc tu manges moins. Est-ce que tu manges pendant la nuit par exemple ? Non, j'ai beaucoup de mes collègues qui mangent la nuit. En fait j'ai gardé mon rythme de jour, donc je dîne en fait à 20h30 et je tiens toute ma nuit sans manger. Et je mange en arrivant le matin. Donc en fait une nuit classique finalement. Et après tu dors. Comme vous. Je serais pas capable. On est conditionné par la nourriture. Certains sont conditionnés par la nourriture.
Mais j'ai mon énergie, j'ai mon dîner, j'ai mon énergie pour la nuit. Est-ce que tu trouves que tu es plus productif dans ton travail quand même le soir? Tu arrives à fournir les mêmes capacités que quand tu travaillais en journée? Je pense que j'arrive à avoir la même attention. Il y a forcément des jours où je suis plus fatiguée parce que j'ai moins bien dormi la journée, ou imaginons que j'avais un rendez-vous la journée, je sais pas, si t'as des rendez-vous médicaux, ou tu vas pas les faire la nuit. Je trouve pas être plus productive, enfin plus efficace dans mon travail la nuit. C'est pour ça que par rapport au débat, je trouve que non, on n'est pas plus productif la nuit. Au contraire, je trouve qu'on peut faire plus d'erreurs même la nuit, parce que du coup t'as un manque de sommeil. Ouais. Mais après dans mon métier, j'arrive à me concentrer de la même façon, heureusement. Ouais, c'est ça. Bah, tant mieux. Mais c'est vrai que la journée aussi, il y a un côté où des fois on dit oui, tu travailles la journée, là si on reste sur le travail, mais il y a toujours un temps où la plupart des personnes ne sont pas concentrées à 24 de A à Z. Il y a le côté, si tu commences le matin à une certaine heure, tout le monde est plus ou moins réveillé aussi. Autour de la pause de midi, que ce soit un peu avant ou un peu après, tu peux être plus ou moins en forme, aussi suivant ton pic d'énergie. En fin de journée, des fois, ça peut être aussi un peu fluctuant suivant ton job. Donc c'est sûr que peut-être tu mets bout à bout combien d'heures les gens, après je pense que ça dépend des jobs, mais combien d'heures les gens sont vraiment productifs sur une journée de travail de 8 heures par exemple. 9h, 17h. Ouais. En soi c'est peut-être pas forcément beaucoup moins ou beaucoup plus que la nuit, peut-être à peu près équivalent. Du coup c'est intéressant parce qu'on a beaucoup plus de distractions, parce que comme tu dis, y a la pause café, donc tu vas prendre une pause, tu vas parler avec tes collègues, après t'as une réunion, donc forcément ton attention elle diminue un peu peut-être. Que moi la nuit, j'ai pas de stimuli, parce que par exemple je vais pas texter des amis au travail. Moi la nuit les gens sont censés dormir, je texte personne, tu vois, je suis concentrée au travail. La nuit il y a moins de médecins, il y a moins de stimulation autour de toi, donc t'es moins coupé dans ton travail, sauf par mes patients. Ouais. Donc du coup, je trouve que t'as quand même un côté agréable de travailler la nuit. Parce que t'es moins stimulé et t'as le temps de te plonger dans tes dossiers. Et est-ce que des fois, tu peux ressentir, soit dans ton travail ou dans les choses perso, le côté un peu, pas procrastination, mais comme je fais ça à ce moment-là, mais ça, je peux le repousser au lendemain, imaginons, peut-être parce que soit il y a besoin d'avoir plus de monde, soit parce que il y a besoin d'avoir un autre point de vue, un côté plus social par rapport à ça, ou c'est vraiment... Bon, tu peux faire les mêmes choses en perso ou en pro, mais dans cet encart-là de la journée. J'ai un peu perdu le fil de la question, parce que je réfléchissais à ma réponse en même temps. Par rapport au travail, moi je sais que je dois être productif quand j'arrive au travail de 9h à 17h. Et en vrai, je trouve que c'est trop compliqué parce que t'as trop de gens autour de toi, trop de rencontres avec des espaces de 15 ou 30 minutes entre chaque. Tu sais que tu devrais utiliser ton 30 minutes pour traiter les 10 mails qui viennent de rentrer ou pour finaliser ce document, mais en fait c'est que entre deux rencontres qui t'ont fortement stimulé, si tu veux te poser un peu, si tu veux te remettre dans une tâche, il faut quand même que tu aies quelques minutes pour te replonger dedans, enfin tu sais, te refaire le contexte, bien avoir tous les éléments et après commencer à travailler. Je trouve que le travail de bureau, ça contribue pas toujours à ta productivité ou à une efficience qui serait trouvée quand tu travailles par toi-même, moi le soir parce que du coup c'est la journée que... Et franchement, des fois, au bureau, je sais que je dois faire, genre j'ai 10 trucs à faire, je vais finir la journée, j'en aurais même pas fait une, parce que j'aurais été coupée. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des interactions sociales au travail, mais puis j'y vais aussi pour ça, tu vois, parce que c'est bien de collaborer avec des gens et tout, mais parfois ta collaboration te prend tellement de temps de ta journée, tes réunions sont tellement prenantes, ce que tu dois faire, tu dois toujours le faire, sauf que t'as 10 nouvelles choses à faire en plus, et genre quand des fois je rentre chez moi le soir et puis genre j'ai fini de manger et tout, je me dis vas-y, je me pose 1 heure, je regarde, en fait j'avance la moitié des choses que j'aurais dû faire la journée, quoi. Puis ça s'accumule le lendemain, et puis du coup t'es en retard sur ta semaine, sur plein de choses. C'est ça. Ton cerveau, au global, il me semble, j'ai vu justement une étude qui disait qu'il faut une dizaine de minutes pour vraiment te focus sur une tâche. Mais comme tu sais, vraiment, sans parler de stress ou autre, mais vraiment, je suis dédié à ça, et les pensées annexes s'évaporent un peu plus, puis tu le fais, etc. Donc c'est vrai que si... Déjà, en un certain temps, tu checkes des messages, il y a quelqu'un qui te parle, il y a d'autres choses, peut-être ton téléphone perso qui sonne, plus ci, plus ça, plus si t'as faim, t'as envie d'autres choses, si t'arrives pas à te poser un minimum, surtout si tu disais que t'as pas trop de temps entre des réunions, c'est sûr que le temps de te replonger, comme toi tu parlais l'exemple, tu te remets dans le mail, ce cas-ci, celui-là, faut bien que je le réponde, pas j'oublie la pièce jointe, etc. Ça fait quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut se concentrer aussi. Au final, c'est pour bien faire ton travail, et je pense vraiment que le soir, toutes ces stimulations externes que t'as pas, ça t'aide vraiment à juste être sur une chose. Une ou deux choses si t'as 2 choses à faire, mais je pense que tu peux être plus focus, parce que t'as moins d'éléments de distraction, ça revient à ça.
Même genre, si toi, ça peut être un t'es peu plus paradoxal tranquille. parce que peut-être que ton corps peut avoir besoin de Ouais. sommeil suivant les moments. Comme tu dis, si t'as une grosse journée, peut-être que tu peux être en mode oh, je suis un peu fatigué, j'ai Ouais. une grosse journée, mais en même temps, t'as pas de distraction donc t'es plus facilement focus. Donc, Je l'un pense dans qu'il faut l'autre, écouter son corps aussi. Hein. Quand tu vois des signes de fatigue, il faut aussi se dire ok, bah là je suis fatiguée donc il faut que j'aille dormir. Et pas bon, bah là il faut que j'aille travailler 2 heures sur mon. Il faut aussi s'écouter quoi. Il faut trouver un équilibre entre ce que tu as envie de faire et ce que ton corps te permet de faire aussi. Quoi. Mais après, de ce que j'avais compris, les journées typiques sont pas forcément non plus adaptées à notre rythme. Genre, quand tu termines de manger le midi, tu devrais pas travailler dessus. Le nombre de personnes qui ont des coups de mou après jusqu'à 15 avoir mangé. Le fameux coup de barre après manger, post-digestion. Oh, moi, ça me l'a fait beaucoup. Hein. Donc, je trouve que quand t'as une mauvaise nuit et que tu manges ton lunch, puis qu'après tu dois travailler un peu, tu sais que le coup de barre va arriver, mais c'est horrible. Enfin, moi, je trouve que ça n'a aucun sens de juste te forcer à être là pour faire quelque chose dans lequel t'essayes de mettre tellement de focus que t'arrives même pas à le faire parce que juste tu piques du nez. Et ton cycle te dirait juste, bah, tu sais, fais 30 minutes de sieste et après reprends, c'est bon, tu vois. Mais tu peux pas. Donc, je trouve que ça va. Après, il y a des employeurs qui proposent des siestes, je pense, autorisées, vraiment, genre des... Je pense que c'est peu quand même. C'est peu, mais je sais que ça s'est déjà vu, là. Je pense que aussi, justement, le fait que les siestes soient moins mises en avant, puis quand tu disais le fait que oui, je suis d'accord avec ça, le rythme ne fonctionne pas, mais par exemple, peut-être que tu pourrais être plus énergique à la fin de la journée. Peut-être pas quitter tout de suite à 16h30, 17h30, suivant les tafs, mais peut-être rester jusqu'à 18-19 et genre presque jusqu'au repas, sauf que je pense que c'est pas le cas parce que, surtout à cause des transports, tout le monde n'habite pas à côté de son taf, sans dire que tu habites à 1h30 non plus, mais après ça ferait vraiment un temps méga long pour toi à ce que tu restes sur ton lieu de travail. C'est-à-dire que à ce moment-là, il faudra vraiment que tous les lieux de travail genre, aient une vraie cuisine, des vraies salles ou des pods de repos, des espaces où juste tu peux être tout seul sans tes collègues, enfin que limite une douche aussi, ou qu'il y ait vraiment une chose que tu pourrais retrouver chez toi. Ça te permettrait d'étendre ta journée, mais toi ça voudrait dire qu'il y a des moments où juste tu travailles pas alors que tu es sur le lieu de travail. Je pense que c'est pas le cas parce que sinon, après ça retarde vraiment, tu sais, si t'es au taf à 8h30, 9h, puis que tu repars à 18h30, 19h30, même si tu as fait des pauses où tu travaillais pas dans la journée puisque tu écoutais ton corps, ça fait que toi, ça te fait une méga journée au bureau. La solution, c'est juste de travailler à son compte et puis de gérer ses horaires comme on veut. C'est un peu le rêve de tout le monde, je pense, c'est d'être à son propre compte et de faire ses propres horaires. Ça faciliterait mais ça, souvent, le quotidien. C'est quand même un piège parce qu'après, ça dépend des activités. De manière générale, tu as plus tendance à travailler en plus grande quantité quand tu es à ton compte que quand tu es auprès d'un employeur. Parce que déjà, le week-end, tu vas travailler un peu. Le soir, tu vas peut-être travailler un peu plus aussi. Le matin, des fois, tu vas peut-être un peu plus commencer tôt, parce qu'il n'y aura pas forcément de temps de transport si tu travailles de la maison. Tu vas peut-être te connecter en pyjama avec ton café ou ton petit-déj. Après, tu vas te préparer et puis tu vas revenir dessus. Ce qui fait que tes horaires ont tendance aussi un peu plus s'allonger, même si dans la journée, tu peux peut-être faire un 2 heures l'après-midi pour aller à la salle de sport ou pour faire une sieste si t'as envie. T'es quand même plus flexible et plus libre, donc mine de rien, même si tu vas travailler plus une journée, je me dis que tu peux adapter le lendemain et ça se trouve tu vas travailler vraiment genre 10 ou 11 heures une journée, puis le lendemain tu vas pas travailler du tout. Donc finalement je pense que ça doit s'équilibrer, en tout cas j'imagine pour les personnes qui sont concernées. Je pense que tu connais plus ton rythme de productivité, d'efficacité. Les gens qui travaillent vraiment mieux le matin, donc ils vont travailler que les matins, puis après ils vont faire autre chose l'après-midi, tu vois, leur activité perso. Sauf que c'est sûr qu'un travail où tu travailles pour quelqu'un, ça te permet pas une flexibilité pareille. Puis je pense que chacun aussi a son rythme de productivité propre à chacun. Forcément, ton entreprise, elle peut pas s'adapter, comme tu dis. Il y a un minimum d'agilité à avoir, mais tu peux pas dire moi je vais arriver au travail à midi et puis je vais repartir à 20h. T'as quand même des rencontres avec des gens à faire le matin, qui eux peut-être sont plus du matin, donc vont arriver à 7h puis vont vouloir repartir à 15h. Est-ce que ça amène plus de productivité ? Est-ce que parce que c'est en journée, ça impose plus de productivité aux gens ? Je suis pas sûre non plus. Non, c'est l'habitude de vie. Peut-être accepter justement ces nuances, enfin pas ces nuances, mais ces sautes un peu d'énergie dans la journée où tu te dis tiens là je sais que je serai un peu mieux donc je me mets peut-être des tâches reloues ici. Là quand je serai un peu moins énergique en début d'après-midi je me mets des tâches plus faciles. J'ai noté aussi selon une étude, j'ai vu que le manque de sommeil augmente la probabilité d'accident du travail de 70% en moyenne. Et là c'était plus par rapport, puisque c'était un article qui parlait du travail la nuit. Donc je sais pas exactement s'il parle si tu dors pas assez
t'as plus de chances d'avoir des accidents de travail donc la journée, ou comme pendant la nuit. Je pense que c'est plus par rapport à la journée également, mais un peu les deux aussi, comme tu disais tout à l'heure. Si tu travailles la nuit, j'imagine que j'aurais plus de chances d'avoir un accident de travail la nuit. Enfin, je veux dire... Oui, à ce moment-là. T'as plus de chances de tomber de fatigue à 1h que à 13h, par exemple. Bah, ça m'étonne pas. Le sommeil, c'est quand même super important, mine de rien, puis il faut s'adapter autour de ça. C'est pour ça où, justement, des fois, la nuit, même si tu peux te sentir bien, il peut y avoir ce côté où toi, t'es confiant dans ce que tu fais. Puis tu reviens le lendemain dessus, puis tu te dis... En fait, c'était de la merde ce que j'ai fait. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive plus souvent que la journée. La journée, c'est comme si tu as plus de clairvoyance sur les choses, alors que des fois, la nuit, tu peux faire des choses et en fait, tu te dis le lendemain, qu'est-ce que c'est ça ? Pas au tout début de la nuit, mais un peu plus tard. Je sais que pour beaucoup peut-être d'artistes... parce que t'es vraiment fatigué et que du coup, tu pars dans des trucs un peu plus... et du coup... Ou t'es peut-être trop loin dans ta concentration, ce qui fait que tu prends pas assez de recul aussi. Là où, je sais, l'exemple que j'avais, c'était dans la musique. Je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs de musique, producteurs de musique ou même d'artistes. La règle générale, c'est que souvent, les sessions de studio, c'est la nuit. Parce que la journée, ils dorment comme c'est la nuit. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, je pense. Je savais pas que c'était plus la nuit que c'était fait. Mais c'est pas qu'ils dorment aussi la journée, mais c'est surtout la journée, en tout cas pour des gens connus, mais t'as le côté, tu fais des choses avec la presse, tu fais des stratégies, tu fais d'autres choses, des photos, etc. Okay. Donc souvent, les moments pour enregistrer où t'es plus tranquille de distraction, c'est souvent la nuit. Mais vraiment la nuit comme de 18h à 6h du mat', tu vois, par exemple. Comme vraiment une grosse partie de la nuit. J'avais vu des beatmakers français qui disaient que, passer un certain cap, comme ils sont assez connus, ils mettent un veto sur le fait de faire des sessions en studio la nuit parce que ça fatigue, ça détruit un peu. Puis eux, après, ils ont une éthique de travail qui font qu'ils savent comment réussir à faire certaines choses, puis il n'y a plus besoin de le faire la nuit. Mais qu'il y a beaucoup cette pratique de, par exemple, je fais cette musique la nuit, je fais ce son, j'écris ces paroles, ce couplet, tu reviens dessus le lendemain. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, comme quand tu l'écris, t'as l'impression que c'est une musique de fou, et en fait, quand tu reviens le lendemain, c'est comme si tu tapais sur des casseroles avec une mouche, tu vois, par exemple. Comme il y a vraiment ce côté où tu plonges dedans à fond pendant la nuit, puis le lendemain, avec du recul, c'est une chose différente. Bah, t'es un peu dans un monde parallèle quand même le soir, enfin la nuit, le soir / la nuit. T'es tout seul avec tes pensées, au final, il n'y a personne qui vient te déranger. Je pense que tu vas quand même plus au bout de ce que tu fais. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que ça n'a aucun sens le lendemain matin. C'est plus parce que t'as laissé ton imagination ou ta créativité parler, mais genre jusqu'à son plus ou moins extrême. Et du coup, le lendemain matin, quand t'es en pleine conscience, tu t'en rends pas forcément compte. Tu libères peut-être un peu plus de ce que tu penses vraiment, de ce que tu veux vraiment transparaître. Je pense que le soir, le fait que ce soit la nuit, ça t'aide à le faire ressortir. Parce que la journée, c'est trop la réalité en fait. C'est la réalité de chacun, tu croises du monde, tous les quotidiens s'entremêlent et tout, alors que le soir, c'est vraiment... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas quand tu travailles, plus te lâcher, dans le sens genre juste avec toi-même. La journée, voilà, tu prends sur toi sur plein de choses, t'es concentré, que le soir, tu peux relâcher la pression et plus être toi-même, peut-être dans certains cas où parce que mine de rien, t'as fait des efforts pour certaines choses. C'est ça, tu respectes tous les codes de la société la journée, quoi. Quand t'es avec tes collègues, tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas dire au travail. Quand t'es dans le métro, tu dois avoir un comportement de citoyen responsable qui prend le transport en commun. Enfin, du coup, je pense qu'inconsciemment, tu te mets plein de barrières la journée que le soir, tu retrouves pas forcément et tu vas peut-être plus te lâcher. Ouais, c'est pas faux. Quand t'es plus jeune, que tu fais des soirées des fois plus tard le soir aussi, il y a comme ce côté où je ressentais que j'ai rien fait d'incroyable, mais comme si pendant la nuit, la loi n'existait plus, où les choses... il n'y avait plus trop de limites entre ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Toi-même entre, là, est-ce que c'est tard ? Mais est-ce qu'après ce sera pas comme trop tard ? Comme on disait, comme on a moins des repères sur certaines heures, puis il y a moins de personnes, donc il y a moins de jugements aussi, comme tu parlais avec le métro ou d'autres choses. On parlait de la loi, il y a moins de figures d'autorité la nuit aussi. Donc il y a plus ce côté où les choses sont plus libres et laissées à elles-mêmes. C'est pour ça qu'on va pas se mytho. Il y a la plupart des choses illégales qui se passent. C'est souvent la nuit aussi. Si t'as envie d'assassiner quelqu'un, tu vas peut-être pas le faire à 9h30. En plein jour, c'est ça, au pic du métro également. Ou braquer une banque, tu vas pas le faire en plein jour. C'est vrai. Est-ce que t'as l'impression d'être un peu Batman quand tu vis la nuit ? Batman, mais sans le costume. Sans le justicier. Ouais, ça sent le côté justicier. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu... Ouais, il y a un truc un peu apaisant t'as l'impression d'être la personne qui reste éveillée alors que le monde dort. Et toi, t'avances tes choses, puis tu sais que tout le monde est apaisé normalement parce qu'il dort. Comme le phare dans la nuit, tu éclaires les gens. Tiens, le fardeau du monde sur des épaules.
Non, mais je trouve qu'il y a un truc un peu symbolique, tu vois, autour de... Tu regardes par la fenêtre, genre, il y a quelques lumières, mais personne n'est là. Je trouve ça assez apaisant, ouais. C'est un côté un peu mystique, je trouve. Ouais, exact. Mais comme tu l'as dit, je pense en fait c'est une pression sociale, mais dont on s'en rend pas compte. Ouais. Pas comme sur les vêtements, le physique ou d'autres choses, mais plus sur le côté, comme tu l'as dit, un peu prestance. Ouais. C'est ça, comportemental, dans le sens, bon, bah, je dois faire ça à tel moment. Là où la nuit, tu serais peut-être plus détendu aussi, mais ça dépend des cadres également. Est-ce que tu penses par exemple qu'au travail, la nuit, même si c'est genre les mêmes tâches, peut-être plus de pression où on te demanderait plus d'être pointilleuse sur certaines tâches alors qu'en journée, ce serait encore plus? Non, je pense pas qu'on nous demande d'être plus pointilleuse la nuit. Mais comme les choses pourraient un peu plus passer si tu fais une erreur la nuit, tu fais exactement la même erreur la journée, est-ce que la nuit, ça passerait un peu plus sous le tapis Est-ce que les gens ont plus d'attente? Je pense que ça aurait les mêmes conséquences. Enfin, je pense que ça serait pareil. Une erreur de jour ou une erreur la nuit. Elle serait vue de la même façon. Tu serais pas excusé d'avoir fait une erreur la nuit, tu vois. On estime que tu dois être à 100% comme de jour, enfin, ce qui est normal au travail. C'est vrai que l'ambiance quand même si elle est exigeante autant que le jour, l'ambiance est quand même plus détente. Parce que t'as moins de stimulation aussi, comme je disais, donc t'as moins de médecins. Les parents sont censés dormir, les enfants sont bien, je dis bien censés dormir, mais on a des bébés, donc les bébés ils sont réveillés toute la nuit. Je dirais que l'ambiance de travail est quand même plus agréable dans le sens où forcément on est très soudés, très proches, parce que la nuit, bah, on est tous fatigués de travailler la nuit. Enfin, les équipes de jour aussi sont fatiguées, mais c'est pas la même fatigue. On se comprend, on se comprend entre collègues de nuit, tous les travailleurs autres. Moi je suis dans le corps médical, mais que ce soit dans le bâtiment, dans la sécurité, dans n'importe toutes les professions, je pense les clubs. Le monde de la nuit, enfin je pense que c'est des métiers qui sont quand même pas faciles et qui demandent une rigueur aussi comme le jour. Je pense que t'es plus réceptif à l'autre la nuit. C'est comme si t'étais un peu plus exposé. Tu t'exposes un peu plus de par ta vraie personne. Comme si on disait en journée, t'as vraiment ces barrières un peu que tu te mets pour rentrer dans le moule de la ville. Le soir, j'ai l'impression que tu peux être plus enclin à comprendre les autres et peut-être te rapprocher davantage des personnes, créer plus de liens d'amitié ou autre. C'est vrai qu'avec les collègues, je m'en rends pas trop compte, mais envers les patients aussi. Ça se retrouve ce que tu dis, parce que en général, bon, les patients ils dorment, mais t'as quand même un côté un peu style pyjama party, dans le sens où, tu sais, les enfants que nous on reçoit, c'est des bébés à des ados, ils ont passé une journée difficile, donc toi t'as l'équipe de nuit, donc ils t'arrivent et ils s'ouvrent. Ils vont peut-être plus s'ouvrir à toi, parce qu'ils vont se dire, bah ok, là, le service s'est calmé, ça court moins dans tous les sens, il y a moins de cris, il y a moins de médecins, il y a moins de trucs. Je suis pas stimulée par 15 000 personnes qui viennent me voir dans la journée. Parce que la nuit, on essaie de passer un peu moins quand même les déranger. Je trouve que la nuit, t'as un côté plus enveloppant, plus rassurant. Tu vois, t'as envie de plus te confier peut-être sur ta journée, ce qui a pas été. On a quand même un peu plus de temps souvent la nuit. Le temps que le jour, c'est vraiment, voilà, c'est l'usine, quoi, tu vois, c'est la course, et le soir, on essaie de, ok, on peut se prendre 5 minutes pour discuter avec le patient, tu vois. Donc ça, c'est quand même agréable. Puis même si c'est exactement les mêmes 5 minutes, tu auras peut-être plus d'opportunités de discuter de manière plus approfondie avec ton ou ta collègue la nuit que la journée où ces 5 minutes-là, peut-être que tu vas préférer juste prendre l'air 5 minutes ou... Oui, c'est vrai que t'as moins de pression. T'as raison, t'as moins de pression. T'as quand même moins en tout cas, de figures d'autorité au-dessus de moi. Elles sont pas présentes, quoi. C'est pour ça que je trouve que la nuit, si tu travailles à ce moment-là, ce serait pas valable pour tout le monde, en tout cas adaptable pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine éthique, parce que tu pourrais vite tomber dans le côté de, bon, si tu fais rien, il y a personne. Mais tu dois quand même travailler et faire des choses. Donc, si tu fais rien, bah, le lendemain, après, les gens, ça va peut-être les mettre dans la merde. Bien sûr. Donc, si tu n'as pas une certaine éthique parce que personne ne va te pousser à travailler. C'est à toi-même de faire ce que tu as à faire. Là où, en journée, bah, si tout le monde est debout, ou court, ou marche, ou fait des choses, puis toi, t'es là. À rien faire. Exactement. Là, ça serait bizarre. C'est plus flagrant, mais j'avais déjà bossé en hôtel aussi le soir, puis l'hôtel la journée, l'hôtel le soir, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le ménage le soir, ou ce genre de choses. Donc, tu peux dire, bon, bah, je fais rien. C'est facile de reporter au lendemain, surtout quand t'es un peu plus fatigué ou autre. C'est sûr. Mais c'est pour ça, je pense que ça correspond pas à tout le monde. Si t'as pas un peu cette éthique de, bon, j'ai ces choses-là que je dois faire là ce soir, puis ce sera prêt pour l'équipe de demain. Puis quand t'es là la journée, puis que les personnes d'avant ont fait une certaine partie du travail, ça reste dans la continuité, alors que si tu dois comme réparer des erreurs ou des problèmes qui ont été faits dans la nuit, après ça tombe dans une chose qui n'est pas très vertueuse pour tout le monde. Non, c'est sûr. Super, puis peu importe le moment, l'essentiel de toute façon c'est d'être productif quand ça nous arrange, comme tu l'as dit. D'ailleurs, si je m'écoute, j'ai encore fini de monter cette émission tard le soir, donc je prends de bons conseils pour le faire plus tôt.
Bah, du coup, c'est peut-être pas Hélène qui va te donner des conseils si elle fait pareil que toi. Non. Pas gâcher ta nuit non plus pour faire ce travail-là, mais c'est faire 1 heure par jour. Enfin, je sais pas comment tu travailles, mais 1 heure par, tous les soirs sur ça, mais pas passer 5 heures de ta nuit dessus, quoi. Parce qu'au final, si après t'arrives pas à dormir, ton lendemain matin il sera chaotique, ta journée tu seras fatigué, le soir t'auras pas envie de te mettre sur autre chose. Donc finalement, ça va peut-être même retarder ton projet, parce que tu ne seras pas efficace comme tu le veux. Peut-être plus de la régularité, un peu chaque jour, sans que ce soit un travail de nuit de minuit à 6h du matin, vaut mieux peut-être en faire jusqu'à minuit. Ouais. Peut-être tous les jours jusqu'à minuit, puis après laisse-toi la nuit pour dormir. Déjà jusqu'à minuit, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ça fait quand même des grosses journées. Super. C'est seulement et déjà la 9e émission d'Avis de Personne. Alors va nous follow sur Insta, avisdepersone.podcast pour ne louper aucune émission qui s'en vient et tous les posts, toutes les recos, toutes les choses qui arrivent également. Donc on peut partir sur les recos par personne. Qui veut commencer? Hélène, Laurie? Vas-y. Ok. Et écoutez, moi aujourd'hui je vais vous recommander un livre, un manga. Précisément. Qui m'a fait découvrir mon chéri, sachant que je ne lis jamais de manga. Donc c'est intéressant pour ça. J'aime tout ce qui est animé, enfin c'est pas que j'aimais pas lire des mangas, mais c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Il m'a conseillé du coup pour commencer, moi qui suis pas une grande lectrice de manga, du coup un manga qui s'appelle Monster. C'est un neurochirurgien, donc il y a un peu le côté médical, donc c'est pour ça aussi que ça me plaît. Ouais. Un très bon médecin qui va sauver une personne, et en fait cette personne s'avère qu'elle va devenir mauvaise. Okay. Et du coup, il y a toute une histoire là-dessus. Les personnages sont incroyables, c'est très bien écrit, ça se lit très bien, parce que ça reste un manga, c'est très bien illustré. Là, j'en suis au 3e tome seulement, il y en a, je crois, 21. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur, donc je recommande vraiment à toutes les personnes qui aiment lire, en tout cas, des mangas ou pas. C'est Naoki Urasawa, l'auteur. C'est drôle parce que je pense que c'est celui que j'ai offert à mon copain pour Noël. C'est vrai. La version, mais c'est une version collector, il est assez gros. Ok. Et comme ça, donc je pense qu'il y a plusieurs tomes dans la boîte. Ouais. J'imagine, ouais. Okay. Dans un livre, mais c'est un manga plus grand qu'un manga. Okay. Enfin, je m'y connais pas, mais je pense que c'est celui-là que je lui ai offert. Monster, c'est drôle. Très bon choix. Donc déjà le manga est très bien alors. Oui. Moi, je recommanderais une région que j'ai visitée, c'est la Cappadoce en Turquie. Ça fait 1 an et demi, je pense que j'y suis allée. C'est un endroit qu'on connaît peut-être parce que à partir de 4h du matin, il y a des montgolfières qui s'envolent. Donc on a l'habitude de voir ces images avec tous les montgolfières. Je pense qu'il y en a entre 200 et 400 qui s'envolent tous les jours dans un paysage ultra désertique, il n'y a pas énormément d'arbres, tout est vraiment couleur ocre, c'est vraiment la terre et la roche et c'est assez dépaysant. J'étais allée pour un voyage en Turquie, on a fait Istanbul et après on est parti quelques jours en Cappadoce et vraiment c'était incroyable et c'était super impressionnant, c'est vraiment hors du temps. Je pense qu'il y a Star Wars, il y a quelques films qui ont été tournés là-bas. Ça a été un voyage coup de cœur, il n'y avait pas grand monde quand on y était donc c'était vraiment cool et j'aimerais bien y retourner en hiver parce que j'ai vu que les montgolfières volaient et qu'il y avait de la neige. Ah, je savais pas ça. Apparemment. Depuis, je suis toujours la météo pour voir si c'est vraiment vrai parce qu'on avait vu des photos avec de la neige et je me suis dit quand même c'est pas possible. On y était en septembre, il faisait 30 degrés. En hiver, j'ai regardé, il y avait en effet des moins 15. Wow. Ok. J'aimerais bien voir cette différence. Tu dois avoir froid en haut de la montgolfière par contre. Les montgolfières volent parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc je me dis que sûrement qu'en hiver, si elles volent, c'est qu'il ne doit pas y avoir énormément de vent non plus. Puis moins 15 sans vent, ça va. Moi, on est habitué. Easy. Ouais. Et toi Martin, c'est quoi ta reco? Moi c'est une fille qui s'appelle The Football Girl, donc c'est sur Insta. En entier son nom c'est Diana Al-Shamari et en fait c'est une Irakienne qui vit actuellement à Londres. C'est une fille qui est créative et qui souhaite mettre en avant le fait qu'à l'intérieur de différents groupes, les personnes ont leur propre identité et pour ça, elle réalise des broderies qu'elle fait elle-même sur des maillots de foot. Et elle a appris à le faire toute seule. Donc je l'avais découvert via un autre média qui relaie pas mal de choses sur des maillots de foot qui s'appelle Point de Penalty. J'aime vraiment regarder ces photos, des broderies, des maillots qu'elle réalise pour savoir comment elle va un peu personnaliser ça par rapport à tel maillot, par rapport à ce pattern de logo,
le sponsor, etc. Donc c'est vraiment des choses jolies. Il y a même Jules Koundé, donc latéral droit de l'équipe de France, qui joue à Barcelone aussi, qui en a porté plusieurs. Je crois même qu'ils ont fait une petite collaboration ensemble. C'est ça, c'était un bon mélange entre culture, football, mode et personnalisation d'une artiste indépendante. Un de mes préférés, c'était le maillot du Mexique, puisqu'elle avait mis des petites broderies florales. Il y a beaucoup de choses liées avec des fleurs, justement. Okay. Il y a beaucoup de fleurs, de couleurs différentes. Attention à votre porte-monnaie si vous en voulez un, parce que j'avais noté, il faudra débourser en moyenne 300 livres sterling pour une version réplica, donc c'est les maillots gamme supporter, et 330 pour les maillots gamme pro, donc ça c'est les mêmes tissus que les joueurs de foot ils ont. Parce qu'il y a le coût du maillot plus la broderie qu'elle fait. Pour l'instant, ça me va de juste les regarder sur Insta, puis de voir en fonction des collections comment elle arrive à les faire. J'aime beaucoup cette touche un peu de simplicité. En même temps, c'est pas une compagnie non plus qui le fait, elle le fait juste d'elle-même. Pour un peu moins cher, vous pouvez faire un tour de montgolfière en Calvados. Et encore moins cher, lire un manga que j'ai pris à la bibliothèque, donc je n'ai pas acheté. Pas mal. Voilà. Mais c'était gratuit, j'ai pas payé sur Insta. Le plaisir des yeux, comme on dit. C'est le shopping visuel. Un grand merci pour le temps passé avec Hélène et Laurie pour cette 9e émission et la confiance qu'elles m'ont accordée pour ce nouveau tournage. Donc on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 10e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y on s'en fout, allez ciao. Ciao. Bye.